Franchement, en étant bon, demain tu prends un client, c'est presque certain que dans les 6 mois, dans les 1 an, il va t'envoyer un autre client. Et à partir du moment où t'es bon, il va te recommander. Vous rachetez une clientèle, vous rachetez pas le chiffre d'affaires des clients que vous rachetez. Vous rachetez la clientèle et le chiffre d'affaires, mais surtout le réseau de chacun des clients de cette clientèle. L'année dernière, on a mis en place l'examen de conformité fiscale, par exemple. Ça, j'en suis hyper fier. Dans la journée, j'en ai 3 qui m'ont dit oui. Dans la semaine, j'en ai 15 qui m'ont dit oui. En un mois, j'ai dû en vendre peut-être une 60aine sur mon portefeuille. En moyenne, on était à 460 € le CF. Grosso modo, arrêté à fin juin l'année dernière, on en avait vendu 180 si j'ai pas de bêtises. Vous avez déjà acheté votre téléphone chez une banque ? Non, voilà. Pourtant, ça fait 20 ans qu'ils le font. Vous avez déjà acheté votre voiture chez une banque ? Non plus, et ça fait 20 ans qu'ils le font. S'ils veulent nous racheter 10 fois les bidas aujourd'hui, c'est qu'ils se projettent. Oui. Ça veut dire qu'ils se disent entre aujourd'hui et dans 7 ans, je vais faire une culbute. C'est exactement Sinon, ça. j'y vais pas. Là, si demain tu devais repartir soit de zéro, soit racheter un camion, tu referais pareil. Si je vais repartir là maintenant, là. Ma question que je pose à tous ceux qui pensent que les cabinets, il faut les vendre tout de suite, c'est un fonds d'investissement. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'ils s'intéressent à la profession et qu'ils veulent racheter les cabinets ? Moi, je pars du postulat que si ton cabinet aujourd'hui, tu penses qu'il vaut 6, si tu vas le vendre à un fonds qui te dit non, mais moi je te l'achète 12, enfin, je suis quasi certain que c'est parce que le fonds, lui, il pense qu'en fait, il en vaut 24 dans 5 ans. Comment je pourrais dire ça de façon sympathique ? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec Romain Froment, enchanté, ravi de te rencontrer. Et avec Jonathan Kalfa bien sûr. Ça va Joe ? Ça va super. Merci Romain. Merci à vous. On va Romain, passer c'est un une petit bonne heure. déplacement. Oui. Petit déplacement, il est pas loin. Il est pas loin. T'es également dans le sud de la France, C'est ça exactement, dans le Var. dans le Var. Et comme nous, il n'est pas très bronzé. Tu vas parfois à la mer ou jamais aussi ? Non, jamais. Ah on est d'accord. Moi j'habitais à 1 minute à pied de la mer Ouais. pendant 10 ans. Ok. Et Franchement si j'allais une fois par an c'était c'est ça. beaucoup. C'est pareil. Oh là là, c'est grave. Hein. C'est terrible. Moi, j'habite ici depuis 4 ans. Et ben, je pense que j'y ai été 2 fois. C'est fou quand même. C'est vrai, c'est dingue. Ah c'est incroyable. Ouais, mais après, demande à un Parisien quand est-ce qu'il va à la Tour Eiffel. Ouais, c'est Il y vrai. va jamais. Ouais, c'est vrai. Après quand je monte à Paris je vais jamais non plus. Mais, Non, en tout cas, on est content de te recevoir. Donc, Romain, il est arrivé un petit peu en retard parce que tu sais, il était très RSE comme garçon. Et du coup, il m'a envoyé un petit message. Il m'a dit, je suis en train de charger ma voiture. Donc, voilà. Vous retrouvez vachement sur ce point-là. Et oui, moi aussi j'ai une Tesla, ça fait 2 Ouais. ans, mais modèle 3. Ok, d'accord. Toi, modèle S, c'est stylé quand même. Hein. Ouais, mais ça fait une semaine, moi. Et t'as mis la recharge à la maison et tout ou pas Pas encore? encore, ça arrive. À la maison, au bureau, partout. Tes associés aussi ils ont un Tesla ou non? Non, petit à petit, on va s'y mettre. En fait, moi, je voulais y mettre il y a 4 ans, mais comme il y avait des bornes nulle part, je me suis dit, on va attendre un petit peu. Et donc là, ça y est, on met des bornes partout. Et l'idée, c'est de se dire, de rouler au soleil, en fait. Panneaux solaires, bornes et voiture électrique. Ça, on va en parler parce que c'est vrai que c'est intéressant comme approche. Parce qu'il y a beaucoup de cabinets qui mettent en avant la RSE. Ouais. Mais après, il faut voir si dans les actions, C'est les ça. choses se font. Voilà, donc on en parlera. Vous avez vu, j'ai les petites cartes. Les petites cartes. Et en plus, j'ai pas triché. Hein. Tout à l'heure, il m'a cramé en plein flagrant délit. J'étais en train de choisir les questions, j'étais en train de tricher. On les sortira après. Le but de l'épisode, c'est de parler business. Parler Ok. business, c'est quoi? C'est comment faire pour trouver des clients. Ouais. Il y a pas mal de podcasts déjà dans la profession. Oui. Mais souvent, on parle de la profession, mais on parle pas vraiment de business. Ouais. Nous, l'objectif, c'est de dire, OK, comment faire pour trouver des clients, comment faire pour développer des cabinets. Et en plus de ça, on fait des petits jeux un peu plus divertissants pour que ça soit aussi un peu sympa pour tout le monde. Allez. C'est ça. OK? Alors, tu commences par te présenter? Ouais, ça marche. Allez, go. En combien de temps? En 2 minutes. En 2 minutes, c'est parti. Donc, je m'appelle Romain Froment. Donc, je suis expert comptable commissaire aux comptes. Parisien et breton d'origine. Je suis descendu dans le sud il y a une 20aine d'années. Où, pour faire ma maths, je suis passé à Sophia Antipolis, juste à 1 non, c'est à km côté, d'ici. Ouais, à Sophia. Et courant de maths spé, je me suis dit, je vais faire expert comptable. 3 jours plus tard, j'étais en DPECF, première année de compta, l'ancienne première année de DCG. Et on fait ses études, on devient expert comptable et on rachète des parts dans son cabinet. Et donc, je suis depuis un peu plus de 14 ans maintenant dans le même cabinet, associé.
dans ce cabinet qui s'appelle ACC. Dans l'Est Var principalement, on a plusieurs bureaux, mais moi concrètement, je partage mon temps sur 2 bureaux principalement. Et voilà, un cabinet plutôt généraliste. J'ai 5 associés avec moi, un peu plus jeunes ou un peu plus vieux, et on a une centaine, grosso modo, de collaborateurs, collaboratrices qui travaillent avec nous au quotidien dans ce cabinet. Vous faites combien de CR? On a dû atteindre les 7 500 000 sur le dernier bilan. Super. Voilà. Et du coup, toi, quand tu as commencé dans ce cabinet, Ouais. donc tu as gravi un peu tous les échelons, c'est ça? C'est ça, exactement. Assistant, collaborateur. Et puis tu deviens un chef de groupe, un expert comptable qui part à la retraite. Tu pars, entre guillemets, un petit peu diriger le bureau avec un expert comptable derrière, bien sûr. Et puis on rachète une clientèle, on développe. T'étais pas diplômé encore quand tu as commencé à prendre un bureau? Non, parce que il y avait un expert comptable qui était derrière moi. Forcément, on n'a aucun bureau qui est sans expert comptable. Ça existe pas chez nous. Okay. Tu vois, concrètement, on a 4 bureaux et 6 experts comptables. Il y a des experts comptables dans tous les bureaux, soit associés. On est 6 associés et on a 2 experts comptables salariés en plus. D'accord, voilà. ok. Donc il y a des experts comptables partout. Ok, super. Voilà, c'est obligatoire chez nous. C'est hors de question qu'on ait un expert comptable qui gère 5 bureaux. Pour nous, ça peut pas exister. Ok. Et donc, comment ça se passe à ce moment-là pour toi, au tout début, pour aller racheter des parts de ACC? Pour acheter des parts? Ouais. En fait, il faut leur accord pour acheter des parts. Moi, ça s'est fait concrètement quand on m'avait fait une opportunité sur Paris. Et c'est à ce moment-là où on m'a dit non, mais Romain, on tient trop à toi. On a besoin de toi pour faire développer le cabinet. Nous, on parie énormément sur toi. Donc, on va te laisser racheter des parts. Donc, j'avais racheté, alors que j'étais pas encore diplômé à l'époque, en 2017, 5% du cabinet. Mmh. Donc là, concrètement, tu fais ton dossier, tu vas voir ta banque. Qui te dit il faut la caution du beau-père, tu dis bah non, donc tu vas avoir une autre banque. Parce que quand t'approches la trentaine, que t'as fait X années d'études et que tu cravaches H24, t'as pas envie d'aller demander la caution de quelqu'un. Et nous, c'est le Crédit Lyonnais avec leur filiale Interfimo qui se porte caution pour eux, qui m'a fait confiance. Donc c'est un premier achat, 100 000 balles. Donc 100 000 balles, sans apport, sans caution, sans garantie, sans rien. Et tu rachètes comme ça tes premiers pourcents. Et donc il y a une charte ou un plan qui est déjà prédéfini au sein d'ACC. Est-ce que par exemple aujourd'hui un futur diplômé se dit ok, je sais comment je vais pouvoir racheter, je sais sous quel délai, je sais sous quelles conditions? Tout ça c'est prévu ou c'est à chaque fois? C'est à chaque fois. Après ça se passe bien et puis le temps fait que un expert comptable un jour ça part à la retraite. Donc là concrètement moi quand je suis arrivé au cabinet il y a 14 ans il y avait 3 experts comptables. Les 3 sont partis à la retraite depuis. Donc on est tous entre guillemets des nouveaux venus. Et les nouveaux venus c'est des rachats ou c'est en interne? Vous avez... Les deux, ok. Les deux. Il y en a une la plus jeune qui rachète des parts là dans les prochains jours, prochaines semaines, qui est une collaboratrice qu'on a embauchée. Elle sortait de chez IBM où elle avait fait de la compta, elle avait son DSCG, elle a fait un an chez nous et elle a commencé son stage. Elle a terminé son stage, elle est devenue expert comptable et là donc tu vas racheter les parts. Il y a un mot que j'ai retenu de ce que tu as expliqué là. Tu as dit Romain, faut surtout pas qu'on te laisse partir. Ouais. On a besoin de toi pour développer. Ouais. C'est ce que tu as dit. Ouais, complètement. Pourquoi à ce moment-là ils ont senti chez toi qu'il y avait ce potentiel de développement? Qu'est-ce que tu avais fait au préalable pour qu'ils ressentent ça? La jeunesse, de l'appétence numérique, on va dire. Ok. Voilà. T'as mis en place des outils, c'est ça ou... Ouais, c'est ça. Mise en place des outils, j'ai grosse appétence sur la tech. Je suis pas informaticien, attention, mais ça m'intéresse depuis que je suis tout petit. Des grosses études scientifiques à la base aussi, où tu apprends à coder un petit peu. Et avec des choses, des horizons qui sont complètement en dehors du métier de comptable, du quotidien. Okay. Voilà. Et puis la partie développement aussi qui marche très très bien chez nous. Ok, super. Voilà. T'as des questions sur la partie développement? Ouais, on va parler de... Ouais. T'es ouvert pour parler de ça? Ouais. Ah ouais, carrément, bien sûr. Nous, on vient de se rencontrer, donc ça vous voyez tout ça en live, comme ça. C'est ça. Donc, oui, comment vous faites pour trouver des clients? Comment t'as fait, toi, pour te dire, ok, au départ, donc t'étais pas associé, tu voulais trouver des clients, j'imagine, c'est pour ça, en fait, que tes associés ont dit, ok, ça vaut le coup de travailler avec lui. Ouais. Comment tu faisais pour trouver des clients? En fait, concrètement, trouver des clients, il n'y a pas de gros secret en fait, mais c'est juste appliquer les choses que tu sais déjà. La première, c'est ton réseau, tes potes, et puis quand tes potes, c'est plus des professions libérales qui sont autour de ton métier que des gens qui sont complètement éloignés, c'est vachement plus simple aussi. Effectivement, quand tes potes, ça devient des assureurs, des avocats, ce genre de profession, du coup, ça aide énormément. Puis ils côtoient des gens qui ont besoin de toi tous les jours.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, alors c'est peut-être parce que le cabinet a une certaine taille aussi, mais j'ai envie de dire c'est presque les sollicitations, elles arrivent toutes seules dans beaucoup de cas quand même. Les recours clients, quoi. Ouais, c'est ça. Et franchement, à partir du moment où tu réponds au téléphone, où tu réponds au mail, tout le temps, toute l'année, franchement, ça arrive tout de suite. Il y a une fois, la première année où je m'étais vraiment fixé des objectifs, quand j'ai acheté, donc non pas les 5%, mais les 20% de plus, quand je passais à Action à 25% il y a 4 ans et demi, on m'a dit voilà, t'es encore jeune par rapport à nous, on va te laisser commencer avec 500 000 de chiffres. L'objectif, c'est de rapidement, t'arrives aux 800 000, et puis on verra le million plus tard. Mais l'objectif, c'est que je passe de 500 000 à 800 000 à l'espace de 2 ans. Bon, bah, mécaniquement, quand t'as cet objectif-là, tu le divises en 2, ça te fait X par an, tu divises par 4, ça te fait par trimestre, et tu suis ta courbe, et à chaque fois que tu prends un client, tu te dis, c'est ça qui va me permettre d'avancer petit à petit. Et, un exemple tout con, mais en période fiscale 2020, j'ai répondu à toutes les sollicitations prospects pendant 3 mois de février, mars, avril et mai, donc sur 4 mois. Mais en 4 mois, en répondant à tout, pas en prenant tout, attention, hein, on n'accepte pas tout ce qui vient non plus. Mais grosso modo, période fiscale, c'est la période où les experts comptables, concrètement, ils font les bilans et c'est la meilleure période pour aller chercher du client. Ouais. C'est exactement ça. Non, mais en 4 mois, j'ai fait 220 000 de chiffre d'affaires. Voilà. Et enfin, j'ai jamais fait autant qu'on. Alors effectivement, c'est vrai que du coup, tu as raison dans ce que tu dis. C'est aussi parce que vous avez déjà une base de clients large, oui, qui fait que les recos, c'est sûr que compter que sur les recos quand tu démarres, c'est beaucoup plus long. Tu peux attendre beaucoup de mails. Oui, voilà, parce que tu n'auras pas autant de sollicitations. Non, après, il faut aller chercher un petit peu, mais à partir du moment où les gens te connaissent, ils savent que tu es là, et ils savent que tu réponds au téléphone, franchement, ils t'envoient. Là, on a fait une ouverture d'un bureau à Sainte-Maxime il y a un mois. Concrètement, le premier jour où j'y suis allé à la rencontre d'une banque. Je me suis présenté, on a échangé 5 minutes, on a fumé une clope, on a bu un café. 3 jours plus tard, ils m'ont envoyé un client. Donc tu fonctionnes vachement sur le côté partenariat. Ouais, carrément. Partenariat avec des acteurs qui sont autour de... On est sur le local. On est sur le local, on sait que le banquier du coin, il a les dossiers du coin et nous, c'est ce qui nous intéresse. Ça va être intéressant parce que... Attends, je vais en parler après ça. Carrément. On parlera du local tout à l'heure, vous verrez. Si j'oublie, vous me le dites en commentaire. Juste, je reviens donc plus haut. Tu nous as dit, ton réseau, amis d'amis, copains de copains, tu arrives à trouver tes premiers clients ou des clients en tout cas. Oui. Avec ton portefeuille actuel, et également tes clients, tu as combien de clients aujourd'hui ? À l'échelle du cabinet, moi je dois en avoir à peu près entre 400 et 500, on va dire. Ok, donc tu as 500 clients, effectivement, eux ils ont des besoins, parce qu'ils vont monter une nouvelle boîte ou ils ont des différents besoins, donc ça développe ton chiffre d'affaires, et également ils vont te recommander auprès de leur réseau. C'est exactement ça. Donc toi tu réponds au téléphone, ça te permet d'avoir des clients sans rien faire, en fait c'est simplement parce que tu fais bien ton boulot. En étant bon. Ouais, voilà. Franchement en étant bon, demain tu prends un client, c'est presque certain que dans les 6 mois, dans les 1 an, il va t'envoyer un autre client. C'est quasi certain. Ton client, c'est un entrepreneur. L'entrepreneur, généralement, ses potes, c'est d'autres entrepreneurs qui sont soit du même métier, soit dans un environnement assez proche. Et à partir du moment où t'es bon, il va te recommander. C'est Mohamed Chela, il nous disait ça aussi, en disant, lui, quand il a un nouveau client, son objectif, c'est pas d'avoir ce client-là, c'est d'avoir son réseau. Ouais, c'est exactement ça. Donc, et des fois, quand il dit non au client parce que ça colle pas forcément avec ce qu'il veut, il dit, ça m'embête de dire non. Parce que du coup, il se bloque de ce réseau-là. Non, c'est exactement ça. Donc, je comprends l'intérêt. Donc, du coup, et après, tu développes aussi grâce au partenariat. Donc, banque, notaire, agent immobilier, tout ce que tu veux. Carrément. Pour avoir des clients. Carrément. Je termine sur ce point-là, si je peux me permettre. On a racheté une cliente, on a racheté plusieurs clientèles au fil de l'eau, mais il y en a une notamment qu'on a rachetée. Pour ceux qui se posent la question sur le rachat des clientèles, quand vous rachetez une clientèle, vous rachetez pas le chiffre d'affaires des clients que vous rachetez. Vous rachetez la clientèle et le chiffre d'affaires, mais surtout le réseau de chacun des clients de cette clientèle-là. Et grosso modo, quand vous rachetez, 150 clients, dites-vous que vous rachetez 150 réseaux et qu'une clientèle, imaginons un expert comptable qui part à la retraite, qui vend, qui n'était pas forcément ultra impliqué, ultra dans le développement, ultra dynamique, etc. Vous passez derrière, à partir du moment où vous êtes bon, vous êtes compétent, vous répondez au téléphone, vous répondez aux questions, vous apportez un peu d'ouverture à vos clients, et derrière, ça va décrasser tout ça et
mécaniquement, juste après, ça va enclencher l'ouverture vers leur réseau. Et 150 clients, c'est 150 réseaux. Alors, c'est vrai quand tu rachètes bien. Oui. Quand tu achètes bien. Moi, j'ai fait un rachat. Le seul que j'ai fait de ma vie. C'était pas un gros. Hein. D'accord. Et c'est le moment où je me suis dit, ok, je ferai plus de rachat avec du départ à la retraite, parce que j'ai eu une très mauvaise expérience. D'accord. Parce que au final, les clients, tu dois les séduire autant que les collabs que tu reprends aussi. Oui. Donc tu as un double effort à faire. Oui. Et en plus, là, je me suis retrouvé face à un truc où j'avais un expert comptable qui avait un peu caché des trucs sous le tapis. D'accord. Qui était très laxiste sur plein de points. Ouais. Donc moi, quand je reprenais les dossiers, j'étais en face du client. Je lui disais, par contre, là, j'avais un compte courant débiteur, donc c'est problématique. Ouais. Et lui il me disait, bah pourquoi avec lui ça passait et avec vous ça passe pas. Donc en fait, je passais pour le relou. Oui. Tu vois. Et au final, on a perdu peut-être 30% des Tu vas clients. avoir de la casse. Parce que à cause de ça, tu vois. Oui. Et donc je me suis dit putain, mais attends, je vais pas batailler pour aller convaincre un mec alors que c'était de la merde qui était fait avant, tu vois. Donc je pense que c'est aussi de notre faute. On a peut-être été trop léger quand on a fait l'audit au départ pour acheter le câble et tout, tu vois. Donc c'est pour ça que je pense que si tu achètes bien, c'est sûrement valable ce que tu dis. Si tu fais la même connerie que moi et que t'achètes pas bien, tu te mets dans un bourbier. Ouais. Voilà. C'est un peu plus compliqué. Après la casse, enfin il y en a, je crois, tout le temps. Oui, c'est logique. Tant des clients, logique, même des collabs. Hein. Des fois, quand tu es déjà un cabinet implanté et que tu rachètes une clientèle avec quelques collaborateurs, des fois ça prend, et puis des fois ça prend pas. Hein. Les cultures, des fois ça marche pas. Toi, tu as racheté combien de cabinets ? Écoute, là, depuis que j'y suis, on en a racheté grosso modo 4. Et sur les 4, franchement, ça va. C'est quoi les tailles ? C'était 4. Il y en avait 2 on a dû acheter qui faisaient à peu près 700 000 de chiffre, et un autre peut-être 150 000, et une autre un peu plus importante qui faisait 400 000. D'accord. Voilà. Donc à chaque fois, vous êtes sur cette tranche-là de cabinet de 0 à 500K, disons. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ok. Après, sur les audits et ça, des cabinets, ce qu'il faut savoir aussi, parce que ça, dans la démarche, ce qu'on nous apprend à l'école. Hein, alors vas-y. Il faut auditer. Explique. Ouais, non, mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, le mec, il dit voilà. Ah non, mais c'est très simple. Ça. Dans la vraie vie, le mec, il dit voilà, je suis vendeur. Tu dis ok, on va faire un audit. Il dit ah bah non, parce que j'ai déjà 3 autres propositions, donc en fait moi je veux ta proposition, je veux pas ton audit. Et là t'as 2 possibilités, soit tu dis bah non, moi je veux faire un audit. Oui, mais après tu vas acheter sous condition suspensive de faire un audit. Ouais, s'il a 3 autres sans condition, propositions sans condition, bien sûr. les conditions suspensives à part celle de la banque, c'est aussi liquide un cabinet, ouais. Comment ? C'est aussi liquide, ça se vend aussi rapidement ? Ah ouais, carrément. Surtout en ce moment. Ouais. En vrai, ça se vend plutôt facilement. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, oui, c'est incroyable. Et surtout les petits cabinets, en vrai, ça se vend très vite. Les petits cabinets de 0 à 500K. Putain, faut qu'on monte à chaque fois des cabinets ex nihilo, on les monte en 2 ans et on les revend alors. Ce sera un business. Tu fais du marchand de câble. Marchand de câble. Pas mal ça. Non mais vraiment, on n'a jamais eu un cabinet qu'on a racheté qui avait pas d'autres propositions à côté. C'est jamais arrivé. Et là aujourd'hui, ça se vend toujours à peu près 100% du CA ou toujours moins. Ouais. D'accord. On a toujours acheté 100% du CA. Nous, la tête de notre cabinet, quand on est en interne, on est sur 80%. Donc moi, j'ai acheté à hauteur de 80%. Donc t'as une décote. Ouais, on a une décote entre associés. Est-ce que aujourd'hui, alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment est structuré ACC ? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vos missions, c'est quoi ? Expertise comptable et commissariat au compte pur ? Non. Est-ce qu'il y a d'autres aussi services que vous avez créés depuis avec un écosystème ? C'est quoi votre vision sur ça ? On est sur du tradi compta social juridique, un petit peu de commissariat au compte, mais ça représente peut-être 1,5 notre chiffre d'affaires, on doit être sur 120 000 de chiffres. On a créé des activités du style domiciliation pour nos clients. Et puis après, c'est les missions accessoires qu'on balance. Là, l'année dernière, on a mis en place l'examen de conformité fiscale, par exemple. Ça, j'en suis hyper fier, parce que pendant 4 ans ou 3 ans, j'étais persuadé que ça marcherait pas, comme... plus de 99% de nos confrères, je sais pas si vous en faites. Non. Non, parce que on voulait le faire, et puis au final, on s'est pas lancé parce que je me disais. Voilà. Et concrètement, nous pendant 3 ans, on s'est pas lancé. Beaucoup, toi, c'est ce que tu disais. Carrément.
Carrément. Non, pour la petite histoire, un dimanche après-midi, il pleuvait, je me faisais un peu chier, c'était en février l'année dernière. Je me suis dit, bah tiens, j'ai une heure à rien foutre, je vais lancer la mission de l'examen de conformité fiscale. Et mais en moins d'une heure, je suis allé sur le site de l'ordre, j'ai pris la publication, l'espèce de fiche descriptive de ce que c'était pour envoyer à tes clients, ChatGPT, j'ai fait un joli mail de présentation de l'offre à mes clients, j'ai fait un barème que j'ai décédé tout seul sans en parler à personne, parce que sinon t'avances jamais. Le lundi matin à 8h, mon mailing il est parti à tous mes clients, juste à mes clients, à moi, pas à mes associés. En mode test, au moins on aura fait la démarche de le faire. Dans la journée, j'en ai 3 qui m'ont dit oui. Dans la semaine, j'en ai 15 qui m'ont dit oui. Et les semaines en un mois, j'ai dû en vendre peut-être une 60aine sur mon portefeuille. En moyenne, on était à 460 € le CF. Au bout de 3 semaines, les associés ont commencé à se dire ah ouais, ça marche. Ouais. Donc du coup, on a fait partie des mailings, de tous les mails de tous mes associés. Et grosso modo, arrêté à fin juin l'année dernière, on en avait vendu 180 si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bon. Donc voilà, 180 à presque 500 balles. Franchement, c'était carré. Ça te prenait combien de temps pour le faire ? Bah un ECF... Alors, je prends pas la partie... Ouais, en tout, on a pour 1 heure, grosso modo. En tout, on a pour 1 heure, sauf s'il y a des problématiques. Des fois, tu fais le CF sur ton propre dossier et tu te rends compte qu'il y a une erreur. Ça arrive. Après, c'est le propre de la mission. Mais c'est ce qui nous a un petit peu peur. Au final, la plupart des erreurs qu'on a eues, c'est genre, on a envoyé une LAS en réel simplifié au lieu de l'envoyer en réel normal. Donc là, le collab, il arrive en mode, qu'est-ce que je fais ? On se dit, non, mais attends, c'est l'objectif de l'ECF, on s'inquiète pas. On fait un petit message par un message sécurisé aux impôts, voilà, on s'est planté, tac tac, on vous refait l'alias, on vous l'envoie dans la semaine. Sur le compte rendu de CF, on dit bah là on s'est planté, voilà ce qu'on a fait, on a écrit aux impôts, tout va bien, on envoie le compte rendu et tout le monde est content, on a fait notre taf. Voilà. Ok. Donc opportunité business et en même temps le client était content. C'est ça. Ou le client il perçoit pas vraiment la valeur de non, franchement le client s'il la perçoit pas la valeur, il te l'achète pas. Le client, moi personnellement, je pensais que les clients allaient prendre cette mission principalement pour au cas où il y a un contrôle, il n'y a pas de pénalité, intérêt sur les 10 points. Et ben en fait non, le client il prend ce contrôle, c'est parce que il se dit si j'ai moins de chances d'avoir un contrôle fiscal, c'est cool. Et quand tu creuses avec lui, ton client, le contrôle fiscal, c'est pas tous des fraudeurs, les entrepreneurs. Ton client qui veut pas de contrôle fiscal, c'est pas parce qu'il a peur d'être contrôlé, d'être pris, redressé, et d'avoir quelque chose à payer. C'est parce qu'il a pas envie de passer des heures à expliquer à une contrôleuse pourquoi il a mangé au restaurant avec Madame Michu le 22 février 2021 à 14h le 12 mars et que il se souvient plus et que l'entrepreneur, vous imaginez, là on est en train de bosser, on bossait ce matin, on va bosser cet après-midi. Vous imaginez que si dans on a des clients à appeler, on a des rendez-vous à faire. Dans tout ça, si vous prenez un contrôle fiscal et on vous tape des questions en mode... c'est l'horreur. Ouais, mais bon, c'est comme quand nous, on se tape un contrôle de l'ordre, un contrôle de la compagnie ou un contrôle là. Je me suis tapé les 3 en 4 mois, là. Okay. Je peux dire que j'étais content. J'ai perdu une semaine de ma vie sur des contrôles. Je me disais, putain, mais j'ai pas que ça à foutre, en fait. Tu vois. Après, je comprends, il faut contrôler. Ouais. Mais franchement, c'est un peu lourd, quoi. Ouais, moi, je fais certains de ces contrôles. Pas exactement ce qui rester une journée entière avec le contrôleur. Je sais pas, les gars, envoyez-nous les dossiers, enfin une liste de dossiers que vous voulez. On peut faire en démat, on peut vous envoyer les éléments. Vous travaillez de votre côté, on n'est pas obligé. On répond à un questionnaire. Enfin, en 2025. Ouais. Là, on est obligé de rester en face et on nous pose des questions. Alors sur ce, pose-les-moi autrement tes questions. Non, je comprends. Mais c'est pas facile. Moi j'ai fait des contrôles, d'autres types de contrôles, mais pour l'ordre, franchement, il y a des fois on tombe vraiment sur. Heureusement c'est pas tout le temps, mais des fois t'as le confrère qu'on a rien à foutre, qui répond pas à tes questionnaires. Des fois il y a des contrôles qu'on fait juste parce que le confrère il a jamais répondu au questionnaire. Il répond pas au courrier. Ok, donc c'est à cause d'eux que je me suis fait chier. C'est un peu ça. Oh, putain. En fait concrètement il y a des textes, on les applique, mais s'il y a aucun contrôle pour vérifier que les textes sont bien appliqués, concrètement personne les appliquerait. Voilà. J'aimerais bien revenir, tu disais donc que tu as développé ton cabinet au niveau local du coup, donc vraiment dans le Var. Oui. J'aimerais avoir ton avis sur toi, l'avenir de la profession dans 5 ans. Est-ce que tu penses que cette stratégie
elle sera toujours actuelle. Ouais. Est-ce qu'il y a des dangers? Comment tu vois, toi, l'avenir de la profession, et notamment avec ce développement local? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, j'espère que tu te la poses quand même, parce que d'ici 3 ans, qu'est-ce que ça va devenir? Non, franchement, qu'est-ce qu'on va devenir dans 3 ans? L'action se la pose tous les jours. Les réponses, je pense qu'on les a pas toutes. Là, grosso modo, on a deux choses sur lesquelles on bosse en simultané, c'est la facture électronique et l'intelligence artificielle, et notamment les IA génératives. Parce que dans nos cabinets, c'est pas vrai, on n'est pas codés comme des oufs du matin au soir des IA. Par contre, on se les approprie pour les utiliser, pour gagner du temps et pour gagner en compétences. Bon, ça, par contre, c'est vrai. Autant faut-il apprendre à le faire. Ces IA, elles évoluent très très vite. ChatGPT, ça fait quoi, 2 ans à peine? 2 ans. Ça existe, c'est ça? C'était quoi? C'était fin 2022. Allez, 2 ans et 4 mois. L'évolution qu'il y a eu depuis et tout ce qu'on est capable d'en faire. Comment est-ce que ça va continuer à évoluer les 2, 4 à 6 prochaines années, j'en sais rien. On voit des éditeurs de la profession s'en emparer, commencent à nous proposer la édition France Lefebvre, qui nous ont proposé leur chatbot un peu sur toute la base France Lefebvre. Revue Fiduciaire qui fait la même chose. Les éditeurs, Penny Lane qui a commencé à balancer leur premier chatbot il y a 6 mois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Tant sur la partie vraiment logicielle que sur la partie compta dans son ensemble. Donc on voit des trucs vachement bien. Après, concrètement, j'ai pas vu encore de collaborateur gagner la moitié de son temps grâce à l'IA. Ça, on l'a pas encore vu. Donc je pense pas qu'on soit protégé complètement, mais on n'est pas un métier. Voilà, c'est pas le créateur web qui avant il lui fallait X heures pour faire un dessin, pour faire un logo, pour faire une image, pour faire une créa graphique, un visuel, un site internet. Bon, aujourd'hui, là, ma chérie, elle a 2 filles de 6 et 8 ans, la petite de 6 ans, elle a créé un site internet avec Gamma en l'espace d'1 minute. Tu écris ta phrase, crée le site internet, ça te crée le site internet, quoi. À 6 ans. Aujourd'hui, tu fais ça et sans avoir jamais rien d'appétence. Ouais. Et facture électronique, concrètement, je pense que nous, on a lancé le sujet de fond au sein de notre cabinet en mode action il y a à peu près presque 2 mois maintenant. Il se passe pas un rendez-vous sans qu'on explique la réforme à notre client, on lui explique notre stratégie, quel outil on... Vous allez faire quoi, vous? Là-dessus, ouais. On est sur du stratégie multi-outils. Je vais revenir juste après. En fait, sur cette partie-là, il y a 2 mois, on s'est dit, il y a les banques qui ont commencé à communiquer de façon massive auprès de tous nos clients. Ça a commencé grosso modo, Conto, Crédit Agricole, et puis on a vu les caisses d'épargne, les Sociétés Générales, les banques populaires, les crédits mutuels. Ils ont commencé à tout envoyer les communications auprès des clients. Il y a la PDP, c'est super, vous avez juste à cliquer là, comme ça, tout se fait, sera génial, votre comptable sera content. Dans la vraie vie, votre comptable, il n'est pas content du tout. Moi, ce que je dis à mes collabs et à mes clients, c'est, vous voyez la galère que c'est pour récupérer, enfin, nous, en tant que comptable, expert comptable, la galère que c'est pour récupérer un relevé bancaire d'un client, sans que ce soit le client qui le fasse tout seul. Enfin, c'est un truc qu'on ne sait pas faire aujourd'hui encore. Les banques ne le laissent pas faire. Imaginez si demain, à chaque fois vous avez besoin d'une facture d'achat, il faut aller sur le site de la banque du client pour aller récupérer la facture. Ça va être la misère. Et puis là, la création de la valeur, si c'est la banque qui le prend, tu vas la perdre. Donc concrètement, on s'est dit on y va et on y va maintenant. On arrête de se poser la question philosophique, quel PDP on prend au sein du cabinet. La PDP, nous on s'en fout et notre client il s'en fout. Enfin, un PDP c'est un terme que dans 5 ans on aura tous oublié. Le client il veut un outil de gestion. Il veut pouvoir faire les factures et en recevoir. Et nous, on veut pouvoir les récupérer facilement pour pouvoir faire la compta, en fait. De façon très basique. Et bien pour ça, on a grosso modo, nous au cabinet on est sur du ACD, on a sélectionné des outils soit qui sont très proches d'ACD comme mon expert en gestion de RCA, soit des outils qui marchent très bien avec ACD comme Dext, soit d'autres où on aime bien leur philosophie, on aime bien ce qu'ils font, on trouve que les outils sont suffisamment matures comme par exemple Penny Lane, Dext ou NeoExpert du groupe Septéo. Et du coup on s'est dit on fait les réunions de segmentation, donc là pareil on s'est pas dit on fait ça pendant 2 ans, on fait des tableaux Excel de ouf, on s'est dit on veut un client, un outil. Donc on a réuni les chefs de groupe, on a fait des réunions d'1h30, 2 experts comptables, 2 chefs de groupe et les collabs du groupe.
En 1h30, avec tous ces gens-là, tu arrives à faire la segmentation de 2 portefeuilles de 2 groupes. Et grosso modo, en l'espace de 2 semaines, on a fait toute la segmentation de tous les portefeuilles de tout le cabinet. Donc on sait aujourd'hui, pour chaque client, quel outil on veut lui mettre. Suite à ça, on est en période fiscale. On fait le rendez-vous bilan. Concrètement, on va pas se le cacher, c'est la période où on voit le plus nos clients. Bon, le client qui veut pas nous voir parce qu'il a pas le temps toute l'année, il vient à son rendez-vous bilan. Donc c'est là où on voit le plus nos clients, donc c'est là où on a le plus de chances de leur parler de tout ça et de leur vendre l'outil. Donc concrètement, un rendez-vous bilan, au début à la fin, on lui parle de la forme, on lui expose notre stratégie, je vais revenir juste après, on lui montre l'outil qu'on sent le plus opportun pour lui, on lui vend l'outil, on lui dit combien ça coûte, il est d'accord, on lui installe l'outil, il repart du rendez-vous, il a son outil dans son téléphone et il a commencé à apprendre à faire des devis, des factures et à réceptionner ses achats. Ok. Voilà. Et puis des fois, hier après-midi, j'étais au resto d'une cliente qui est chez nous depuis quelques années, mais j'étais jamais allé dans son restaurant encore. Je lui dis, écoute, viens, là le rendez-vous, on n'a plus le temps, je te propose demain après-midi, je vais dans ton resto, comme ça, je vois le resto, et de 2, je t'installe l'outil. Elle était hyper contente. D'accord. Voilà. Sur la stratégie pour en terminer avec ça, au niveau du timing aussi, donc on est en période fiscale, on voit tous nos clients. De 2, les banques ont commencé à être hyper agressives sur la communication, donc on ne peut plus attendre. Et de 3, si tu regardes l'histoire de l'informatique, ça a commencé dans les années 70, on est en 2025, il s'est passé 55 ans. En 55 ans, les stats, elles sont nationales, locales, c'est toutes les mêmes dans tous les cabinets. Il y a à peu près 30% des clients qui sont équipés d'une solution pour faire des factures. Et bientôt des factures électroniques. Donc en 55 ans, on a fait 30%. Là, il nous reste grosso modo 1 an et demi pour faire les 70%. Donc c'est à peu près, on a calculé 15 000 fois plus d'énergie qu'il va falloir déployer pour mettre en place ces outils. Donc concrètement, et deuxième chose, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en mode non mais c'est bon, c'est septembre 27, l'obligation 26, on s'en fout, on mettra un outil à 2 balles pour réceptionner. Moi, ce qui est hors de question, c'est qu'entre septembre 26 et septembre 27, je me rends compte que pour 80% la PDP que j'aurais mis, elle est naze, et que je suis obligé de changer, et là, ça va être l'horreur. Voilà. Donc du coup, notre stratégie, c'est au 1er septembre 26, on doit être prêt pour 100% de nos clients. Outils de gestion proposés, vendus, installés, et le temps de s'adapter, de regarder comment ça marche. Parce qu'aujourd'hui, avec ACD, moi je connais pas très bien cet outil. Avec ACD, tu n'as pas d'outils de gestion ou d'outils collaboratifs intégrés dedans ? Non, alors je peux aujourd'hui, donc ACD c'est de la production comptable. Aujourd'hui, mon collab fait la compta. Je peux donner un accès à mon client pour qu'il fasse la comptabilité sur mon ACD, sur mon serveur. Donc ça marche très très. On a à peu près 220 clients qui font comme ça. Par contre, sur ACD, ils font pas leur facture. D'accord. Ils font pas leur facture. Il n'y a pas de module de gestion. Non. Donc ça, c'est RCA généralement. C'est exactement qui est intégré. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Ils font partie d'un espèce de GIE, je crois, qui s'appelle le Village Connecté. Ah oui. Il y a du RCA, du ACD et quelques autres. Et ils fonctionnent très très bien ensemble. Okay. Là, sur la partie facturation, pure juste facturation, on a un peu plus de 150 clients qui font leur facture sur mon expert en gestion depuis quelques années. Grosso modo, le client, le collab, dès qu'il entre dans son ACD, ça lui dit il y a 30 factures, le client fait 30 factures, est-ce que tu veux les importer ? Il clique sur oui, elles sont comptabilisées. Et du coup, si le client il a un logiciel métier de facturation, tu fais comment ? C'est une très bonne question. Alors, ceux-là, on les a pas complètement mis de côté, mais effectivement, on a des clients. Mon client, par exemple, qui est sur sur un Sage, par exemple. Il est sur Sage, il fait ses factures sur Sage depuis très longtemps. Il a toute sa base client, il a toute sa base article. Il veut pas bouger. Celui-là, c'est hors de question que je lui dise de bouger pour partir sur un truc qui sera moins adapté. Bien sûr. Donc celui-là, concrètement, je lui dis de pas bouger. Pour ceux-là, on s'est laissé un petit peu de temps, mais c'est hors de question que je fasse la compta, que je dise à mon collaborateur de faire de la compta aussi sur Sage. Parce que mon collaborateur, je peux pas lui demander d'apprendre à faire la compta sur 600 outils. Donc celui-là, vraisemblablement, ce qu'on fera, c'est on le laissera faire des factures sur Sage. Il prendra sa PDP sur Sage. Je crois qu'ils communiquent vachement là-dessus. Je les ai rencontrés. Je pense qu'ils sont hyper ok sur le sujet. Peut-être que ce client-là, on lui mettra une deuxième PDP, une PDP pour les ventes, une PDP pour les achats. J'ai appris il y a pas très très longtemps. D'accord. On peut en avoir plusieurs. Donc pour un client, on peut mettre en place plusieurs PDP. Donc ceux-là, on partira sûrement sur une solution comme ça. D'accord, ok. Voilà. Okay. Bon, c'est bien parce que pour la facture électronique, on voit que c'est un sujet que vous prenez. Ah ouais. Voilà, donc ça c'est bien. Est-ce que tu vois d'autres. Ma vraie question. Ouais. Je l'ai dit. Est-ce que tu penses que on a un risque que la partie prod compta
ça fonde comme neige au soleil et que du coup on doit se réinventer, faire d'autres choses. Au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de qui fait cette prod comptable? Les zonos. Les deux, hein. Mais c'est surtout le chiffre. Ouais. Ouais, je pense que c'est surtout le chiffre, parce que concrètement, la partie quelqu'un d'autre d'un autre secteur qui nous piquerait le taf, j'ai envie de dire, moi j'aimerais bien voir un banquier répondre à une question d'un client sur une partie comptable ou fiscale, j'aimerais bien voir un éditeur de pré-compta répondre à tes questions. Concrètement, ils en sont incapables. Bon, les banquiers, vous avez déjà acheté votre téléphone chez une banque? Non. Non, voilà. Pourtant, ça fait 20 ans qu'ils le font. Vous avez déjà acheté votre voiture chez une banque? Non plus, et ça fait 20 ans qu'ils le font. Voilà, concrètement. Ni assurance, ni rien. Ils ont essayé. Assurance, j'ai essayé une fois, je crois. Rien avec la banque. Non, Dès qu'ils veulent me vendre un truc, je me dis que ça va être de la merde. Tu vois, ils font la télésurveillance maintenant. Ils m'ont demandé. Encore pire. Je pense qu'un bon banquier, c'est quelqu'un qui fait bien son métier de banquier. Et concrètement, ce qu'on a attendu, c'est que quand on lui demande un outil pour encaisser ou pour payer, ils nous le fournissent en pas trop de temps et pas trop cher et que ça marche. Et que quand on lui demande des sous, qu'il fasse correctement son analyse de risque et qu'il te réponde rapidement et qu'il débloque les sous rapidement. Voilà, ça, c'est un bon banquier. Est-ce que tu as quand même pas peur que les outils de pré-compta ou que tu aies des acteurs en ligne qui baissent en fait quand même le prix de production? Oui. Du coup, ils proposent des tarifs pas chers et du coup que la valeur perçue des clients se dit sur la compta, du coup, lui, il le fait à 50 €, moi, il me le facture 500, du coup, je vais lui demander qu'il me le baisse. Ouais. Est-ce que tu as cette sensation de pression des prix auprès de tes clients? Est-ce que tu penses que ça va être de plus en plus comme ça ou pas? J'en ai beaucoup peur quand il y a à peu près quinzaine d'années, on a commencé à avoir des offres comme ça. Ça fait un bout de temps en vrai. Les premiers, c'était même il y a un peu plus de 20 ans, je crois. Il y a une quinzaine d'années, on a commencé à voir fleurir ces offres-là sur Internet. Et je crois que vous comme moi, on reçoit tous les jours des publicités de gens qui nous proposent, ou sur les réseaux, sur les Facebook, les Insta, les LinkedIn, ils sont partout, des offres à partir de 9 €, 19 €, 59 €, voire des fois 0 €, où on vous promet la compta facile, ludique, tout va bien, tout est géré, et du il conseil voit le téléphone tout le temps, etc. Et du conseil pour 9,99 €. Et du conseil. Alors cette pression, moi je l'ai eu un peu peur. Je crois que j'ai perdu en 14 ans 2 clients qui sont partis vers ces solutions-là, dont un qui est revenu au bout de 3 mois. Et on a des fois des prospects ou des clients qui viennent de solutions comme ça et qui arrivent chez nous, et c'est systématiquement la même histoire aujourd'hui. Concrètement, c'est pas le même métier. Que ça soit des cabinets d'experts comptables en ligne ou des solutions logicielles de compta en SaaS sur Internet, qui sont pas experts comptables mais qui proposent leur outil de compta. En fait, ils proposent Indy, en fait, ça a l'air d'un truc assez révolutionnaire, assez sympa. En fait, Indy, il te propose que si elle compta, tu pouvais l'acheter à Leclerc pour 70 € il y a 15 ans. Et c'était pareil. Si t'es entrepreneur, tu fais ta compta tout seul, tu t'as pas la même expérience client par contre. Ouais. Parce que c'est plus ludique, c'est plus facile, c'est beaucoup plus simple. Après, t'es tout seul. Tu mets ciel compta sur n'importe qui, personne s'en sort. Indy, en vrai, c'est facile. C'est un peu plus simple. L'expérience est un peu plus cool. Par contre, voilà, faut jamais avoir besoin de rien. Mais c'est un peu comme, depuis un certain temps, tu peux faire ta baguette, tu peux faire ton pain tout seul dans ta cuisine. Moi, j'ai essayé une fois. Le pain était dégueulasse. Donc, je pense que les gens qui font leur compta tout seul, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Mais par contre, mon client à qui je prends les 500 balles par mois, celui qui a essayé d'aller sur une solution comme ça, il est revenu en mode ah non mais c'est la catastrophe. En vrai, il y a un marché pour tout. Il y a un marché pour tout, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans ce sujet-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui essayent d'industrialiser et concrètement ça marche pas parce que il y a des impératifs qui sont pas respectés dans ces boîtes là. Quand tu dis à un comptable tu gères, j'ai une connerie, 3000 dossiers alors que normalement c'est entre 30 et 70, c'est pas possible. J'ai vu un truc, j'ai vu un dossier arriver, et écoute bien, j'ai vu un dossier arriver d'un cabinet expert comptable en ligne, expert comptable inscrit à l'ordre en région parisienne, tout va bien sur le papier, tout va bien. Le prospect il arrive au bureau, un garagiste tout seul, un apprenti, vraiment le petit garage du coin, tu vois. Et donc on discute et tout, donc il me dit bon c'est la catastrophe, j'arrive jamais à les avoir au téléphone, le collaborateur il me répond pas, j'attends toujours mon bilan, bref. Je dis montrez-moi un peu les bilans que vous avez, il me montre les bilans. Je vois son dernier bilan, je vois passif 300 000 € de dette fournisseur. Donc
pour ceux qui sont pas dans la compta. C'est que des gens dans la compta. C'est que des gens dans la compta. En principe, oui. Bon, 300 000 € de Pour dette ceux qui sont dans la compta et qui savent pas ce que c'est, là, c'est un peu plus inquiétant. 300 000 € de dette fournisseur pour un garagiste tout seul avec un apprenti, c'est juste pas possible. Je lève les yeux un peu inquiet quand même de poser la question au client en mode je lui pose la question, est-ce que vous devez un peu de sous à vos fournisseurs? Et il me dit bah oui, j'ai une facture de 400 € de la semaine dernière qu'il faut que je paye demain. Je dis ok, donc je regarde et je lui dis vous devez pas 300 000 € à personne. Il me regarde complètement atterré. Il avait jamais eu de rendez-vous bilan. D'accord? On lui avait jamais expliqué son bilan. Ça faisait 3 mois qu'il était dans ce cabinet en ligne. Il me dit ah bah non, moi je dois d'argent à personne, ça c'est pas vrai. Je dis ok, je regarde le compte de résultat. Grosso modo, l'impression que j'ai sur ce dossier, c'est que depuis 3 ans, peu au prou, le mec il balançait ses tickets sur une appli. D'accord, du cabinet en ligne. Et l'impression que j'ai, c'est que le cabinet en ligne, tous les tickets qui arrivaient, il les passe en charge. Et derrière, la banque, tout ce qui arrive en banque, il passe en charge aussi. Et je pense que pendant 3 ans, ils ont comptabilisé 100% des dépenses 3 fois. Donc du coup, j'avais des capitaux propres qui voulaient rien dire. J'avais un compte de résultats j'avais rien qui voulait dire quoi que ce soit. Et quand vous appelez, j'ai eu le collaborateur, l'expert comptable au téléphone de ce cabinet, il m'a dit oui, non, mais c'est parce que le client, il n'a pas répondu quand on vous voyait le 471. Oui. Enfin bref, des trucs comme ça. Ouais. Là, j'ai reçu un client qui est parti sur un Conto, Legal Place, Compta Place, 1000 €, toute votre compta, l'outil, tout compris pour 1000 € pour toute l'année. Sur le coup, il était content. Il est venu me voir, il m'a dit Romain, j'ai besoin d'un prévisionnel pour la banque. Je dis là, il me faut le projet de bilan ou le bilan. Non, mais j'ai pas le bilan, mais ils peuvent pas. J'ai jamais réussi à avoir l'expert comptable de ce cabinet au téléphone. Mais j'ai eu un collab qui m'a dit je ne sais pas qui est l'expert comptable. Je pense que vos collabs qui sont là, je pense qu'ils savent au moins comment s'appelle l'expert comptable. Oui, je pense que voilà. Ah non, mais c'est incroyable ça. Mais tu sais, on a reçu, parce que ça fait le point avec ce que j'allais dire, on a reçu Arnaud Doyon. Oui, de Châtaigne. Là, la semaine dernière d'ailleurs, l'épisode, là quand on se parle, il n'est pas encore sorti, mais il sera sorti, vous pouvez aller le regarder si vous ne l'avez pas encore visionné, parce que franchement, il est super intéressant. Et en fait, Arnaud, il parlait de la création offerte. Ouais. Et donc il disait la création d'entreprises offertes, donc qui a été faite par Legal Start, Legal Place, mais aussi par l'expertcomptable.com, donc la solution en ligne d'Arnaud. Il disait ça, c'est en fait la création d'entreprise pour énormément de cas, il n'y a pas vraiment de valeur. Ouais. Parce que c'est en gros, tu prends un template, il est fait, et puis tu retapes la même chose, et puis c'est terminé. Donc au final, c'est automatisable très facilement, et puis c'est un produit qui vaut rien. Et le débat, la question qu'on se posait aussi avec Kevin après, c'est est-ce que la création d'entreprise offerte d'aujourd'hui, c'est pas la compta offerte de demain? Alors oui, à partir du moment où tu as d'autres services à proposer derrière. Et ces autres services... Mais si tu as pas... Si t'es expert comptable, si t'es expert comptable et que t'as pas ces autres services, et que dans 5 ans, la compta, ça devient un produit d'appel comme l'est la création d'entreprise aujourd'hui. Il y a 10 ans, tu disais aux gens, il faut offrir la création d'entreprise, que ce soit les experts comptables, les avocats ou peu importe, tout le monde te disait, mais non, mais c'est un non-sens. Je vais pas offrir la création d'entreprise, je la facture 1500 €, 2000 €, 2500 €. C'est pas, c'est un non-sens total. Alors que là, aujourd'hui, Legal Start, Legal Place, ils ont 10% du marché de toutes les créations d'entreprise en France, et ils les font offertes. Tu vois, t'as vu ce qu'ils font derrière? Imagine le volume. Alors, moi j'ai vu, j'en ai récupéré qui s'était pas très bien passé. Effectivement. Et derrière, t'es obligé de presque. Ça m'est arrivé, mais j'en ai aussi eu des clients qui sont passés par là et ça s'est bien passé. Bien sûr. Voilà. Donc il y a même des comptos qui vont arriver à ça aussi. Ouais. C'est certain. C'est certain. Création offerte, ils ont commencé. Là, et tout le monde va le faire, tu vois. Et puis à tel point que nous, on se pose la question et puis on se dit, ok, est-ce que c'est pas du coup un vrai produit d'appel sur lequel tu vas aller marketer pour faire de l'acquisition, tu vois. Et c'est une question. Mais demain, aujourd'hui c'est la création. Demain, est-ce que c'est pas la compta? Tu vois, et du coup toi tu vas apporter de la valeur sur d'autres trucs, mais il faut pouvoir apporter de la valeur sur d'autres trucs. Faut être structuré faut que le client il perçoive la valeur sur le reste, parce que sinon au final ton cabinet tu vas en faire quoi? Aujourd'hui tu as un cabinet, tu fais 500 000 € de chiffre d'affaires, tu factures à 100% de la prod, t'apportes pas énormément de valeur à côté, demain que ce soit un Penny Lane, un Conto ou peu importe qui fasse de la compta un produit d'appel, on va tous le subir si on s'y prépare pas. Mais produit d'appel sur quoi? La compta. En fait là, Arnaud Doyon nous expliquait
qui a un conto par exemple, Ouais. qui gagne beaucoup d'argent grâce à la banque. Oui. Et lui, son intérêt, c'est d'avoir plein d'entreprises qui aillent sur conto parce que la trésor que les entreprises mettent sur conto lui permet de gagner de l'argent. Ouais. Et pour avoir ses clients, il se dit pourquoi pas faire de la pré-compta et offrir cette pré-compta. Ah ouais. Et au fur et à mesure, la techno sera tellement forte que cette pré-compta donnera peut-être même de la compta. Oui, bien sûr. Et que du coup, il y a des gros acteurs qui vont mettre 500 millions sur un outil pour faire de la compta automatisée qui sera offerte pour que les entreprises aillent dessus et eux, ils vont se faire de l'argent sur de l'assurance, sur la banque et tout ça. Oui. Et que c'est vrai que alors quand il nous expliquait tout ça, il lui disait vendez vos cabinets parce que dans 5 ans ça vaudra plus rien si vous faites que de la prod. Ouais. Donc c'était très pessimiste comme allez voir l'épisode, franchement c'est... Kevin il avait envie de se flinguer. Non mais ça je vais répondre à ça juste après. Ouais. Et du coup il nous disait il faut vendre autre chose que de la compta. Oui. Que la compta c'est vraiment ce qui attire le client, mais derrière il faut lui vendre d'autres choses. Et du coup avec Joe on réfléchit à dire ok qu'est-ce qu'on peut apporter. On a compris que les banques eux ils vendent la banque. Donc c'est grâce à ça qu'ils gagnent de l'argent, donc c'est pour ça qu'ils vont facturer gratuitement la compta. Nous, si on dit ok la compta c'est gratuit, c'est simplement pour avoir des clients, qu'est-ce qu'on peut leur vendre quoi. Et du coup donc on essaie de trouver des idées, on échange avec des experts comptables pour savoir si eux aussi ils pensent que dans 5 ans la compta, en tout cas la valeur perçue sera très faible, même si on ne le fera pas gratuitement, mais bon ça sera compliqué de le facturer cher parce qu'en fait il y aura tellement d'acteurs qui vont le faire pour pas cher que les clients ils vont se dire la compta c'est pas cher, du coup mon expert comptable il peut pas me facturer cher, mais du coup il faut qu'on arrive à augmenter la valeur perçue sur autre chose et qu'on vende autre chose. Donc voilà, toute notre réflexion aujourd'hui c'est là-dessus et on pousse en fait à amener les gens, les experts comptables à se dire ok la compta c'est pas là-dessus qu'il faut bosser quoi. C'est sur d'autres systèmes. Ok. Voilà, qu'en penses-tu ? Ok. Alors deux choses. Vous avez dû entendre parler de tout ce qui est financiarisation des cabinets. Bien sûr. C'est un gros mot pour dire qu'il y a des fonds d'investissement qui rachètent des cabinets. Bien sûr. Ou qui prennent des participations systématiquement au moins majoritaires dans les cabinets. Ils vous ont contacté aussi ? Ouais, bien sûr. Ouais. On reçoit grosso modo des sollicitations, soit par courrier, soit par mail, soit par message, au moins toutes les semaines. Et on voit petit à petit, j'ai un de mes meilleurs potes qui est en train de passer le cap. Et on a vu des cabinets de taille moyenne ou grosse passer le cap, grosso modo, depuis sensiblement à peu près 2 ans. Ouais, d'accord. Exactement. On est d'accord que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas trop à l'époque. Allez, on avait vu l'histoire du groupe Inextinso il y a quelques années avec le Crédit Agricole, mais grosso modo c'est pas quelque chose qui on n'est pas tous quelqu'un dans notre entourage qui avait vendu à tel fonds, etc. Bien sûr, ouais. Ma question que je pose à tous ceux qui pensent que les cabinets faut les vendre tout de suite, c'est un fonds d'investissement. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'ils s'intéressent à la profession et qu'ils veulent racheter les cabinets? Moi je pars du postulat que si ton cabinet aujourd'hui tu penses qu'il vaut 6, si tu vas le vendre à un fonds qui te dit non mais moi je te l'achète 12, enfin je suis quasi certain que c'est parce que le fonds lui il pense qu'en fait il en vaut 24 dans 5 ans. Et ben c'est très drôle que tu dises ça parce que nous on a été contactés justement par des fonds invest, par des banques d'affaires. Aussi et j'ai pas fermé les discussions parce que j'avais envie de comprendre, bien sûr. Et donc j'ai fait ces rendez-vous. Mes associés aussi ont été contactés et ils ont fait ces rendez-vous. Et en fait, déjà, la valorisation d'un cabinet structuré, comme nous, avec nos différents départements, etc. Ils nous disent on vous valorise pas en coefficient du chiffre d'affaires, on vous valorise en multiple de l'EBITDA. Et donc on est sur des multiples qui sont relativement élevés aujourd'hui. Et donc c'est des multiples en gros selon les câbles, selon les rentas, selon plein de critères qui peuvent être entre, on va dire, 7,5 et j'en ai vu vendre à 11,5 d'EBITDA. Donc on est vraiment sur des multiples qui sont beaux. Et en fait, mon associé il me dit mais il me dit peut-être c'est quelque chose qu'il faut quand même s'y intéresser avant l'arrivée de la facture électronique. Je lui dis mais les fonds d'investissement, ils sont au courant qu'il y a la facture électronique. Les fonds d'investissement, ils savent que le métier il est en train de changer. Alors pourquoi ils viennent nous voir maintenant? Ils sont prêts à nous racheter 10 fois les bidas. S'ils veulent nous racheter 10 fois les bidas aujourd'hui, c'est qu'ils se projettent et qu'ils se disent dans 5 ans, 7 ans, on va dire que si c'est selon les fonds, ils vont avoir une stratégie de sortie à 7 ans. Ça veut dire qu'ils se disent entre aujourd'hui et dans 7 ans,
je vais faire une culbute. C'est exactement Sinon, ça. j'y vais pas. Oui. Donc c'est pour ça que moi aussi, j'ai cette réflexion-là. Les fonds d'invest, et puis il y a des beaux fonds qui s'y intéressent en plus à notre métier. Hein. Ouais, carrément. Donc si ces fonds-là, ils s'intéressent à notre métier, c'est pas des débutants, c'est pas des rigolos, ils savent comment ça marche le business. Donc c'est aussi ma réflexion. Ouais. Je pense que c'est aussi lié à la data. C'est lié à plein de choses. Hein. On a un métier qui va être le plus touché par l'IA. Ça veut pas dire qu'on va mourir, justement. Ça veut dire qu'on va pouvoir se servir de l'IA pour être encore plus performant. On a un métier où on va avoir le plus de data de nos clients. La data est énorme, la data qu'on a. Et avec la facture électronique, elle va être encore plus puissante, parce qu'on va avoir une granularité encore plus élevée. Donc tu vois, toutes ces choses-là, je pense que c'est quelque chose qui fait qu'on va avoir des valeurs de cabinet qui vont augmenter dans le futur. Mais, par contre, c'est valable pour des cabinets structurés. Pour les petits cabinets, je pense que c'est différent. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de concentration de cabinets, et que ce que tu fais toi en allant racheter des cabinets, ben c'est un peu du build-up en fait, tu vois, tu vas chercher des cabinets qui font 500K et tu les intègres. Aujourd'hui tu les rachètes et puis comme dans quelques années cabinets structurés, etc., bah tu vas être EBITDA x10, x11, x12, et au final tu auras fait une survaleur par rapport au cabinet que tu as intégré, tu vois. Donc je pense qu'il y a une vraie stratégie en fait à adopter là-dessus, tu vois. Donc c'est pour ça que j'écarte pas totalement la croissance externe, je trouve pas ça idiot non plus dans horizon aujourd'hui 7-8 ans. Je pense que si tu veux créer de la valeur patrimoniale, on va dire, je trouve que c'est pas idiot, tu vois. Après, nous on est convaincus qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire pour développer ton cabinet et ta marque que seulement ça, tu vois. Mais je trouve que c'est voilà, ta réflexion, je la trouve vraiment intéressante. Bah après c'est vrai que alors je dis pas qu'on est hyper avancé sur le sujet, mais derrière la compta, il y a un nombre de missions et de propositions de valeur qu'on est capable de vendre, soit qu'on fait pas, soit aujourd'hui qu'on envoie à d'autres personnes, mais des fois sans le savoir. Quand tu prends un client, un restaurant, il ouvre, il embauche son premier salarié. Ton collab en social, il fait quoi? Il fait les affiliations à l'URSSAF, à la caisse de retraite, à la prévoyance et à la mutuelle. Pour la prévoyance et la mutuelle, il fait quoi? Il fait la prévoyance et la mutuelle qu'il a l'habitude de voir sur les restaurants. Il appelle Madame Michu de la caisse en question et il lui dit bah tiens, je vous affilie ce client-là. Le client, pour la mutuelle et la prévoyance de son salarié, jamais il va rappeler la collab en social en disant ah bah est-ce que vous m'avez fait une étude pour voir si vraiment c'est le mieux. Enfin il signe, il a envie que son salarié soit couvert et même il se pose même pas la question. Sauf que dans l'histoire, il y a une Madame Michu de la Caisse de France qui s'est pris ça comme. Et il y a un moment donné, la question c'est cette valeur aujourd'hui, on la produit pour quelqu'un, mais c'est pas nous. C'est un exemple, et des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Énormément. Des dizaines. Ouais, carrément. Un client aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vient, c'est bon, on va pas faire banquier, d'accord. Mais sur toute la partie, celui à qui tu dis, bah voilà, là il faut que tu fasses du plan épargne retraite. T'as plein de trésors, t'as plein de résultats, tu payes plein d'impôts. Là, franchement, faut y aller. Et tu peux mettre jusqu'à 3 000, 5 000, 10 000, 12 000 par an. Il met ses 6 000 par an. Il y a encore une Madame Michu qui va se prendre X commission parce que plan épargne retraite, c'est quelqu'un qui se gave en termes de commission. Parce que l'argent, il est placé à la banque, il est indisponible et il va rester là pendant, grosso modo, en moyenne 25-30 ans. Ouais, et puis il y a toujours des nouveaux trucs, tu vois, t'as le prime de la partage valeur, bah du coup tu vas en faire quelque chose, comme je te parlais tout à l'heure, je te disais hors cam, tu vois, tu peux l'affecter sur de l'intéressement, bah ça pareil, c'est des missions que tu peux vendre, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent. Bah oui, au final, ouais. Bien sûr. Et je pense qu'il faut l'embaucher. Ouais. C'est Madame Michu, on s'en rend pas compte, mais il y en a des tas. Et des fois même on sait même pas. Est-ce que vous savez tous vos collabs du social pour tous les secteurs de l'activité vers quelle prévoyance ou quelle mutuelle ils envoient? Justement, est-ce que toi tu t'as structuré ça, quelque chose? On est en cours de très très avancé sur la création d'une filiale. Aujourd'hui on peut pas le faire en tant qu'expert comptable. Par contre, c'est des trucs qui sont assez ridicules. En tant qu'expert comptable, on n'a pas le droit de faire ça, mais par contre on a le droit de créer une filiale. Et comme on a fait nous, même je crois qu'on est détenteur à 100% des parts.
Mais c'est n'importe quoi ce système. Hein. Non, mais vous pouvez rien faire à chaque fois. La domiciliation, j'ai dû créer une filiale pour faire la domiciliation. Ouais, c'est interdit. Ouais, et quand j'avais appelé l'ordre, il m'avait dit en fait, la domiciliation, la loi, le décret, il est de 2012. Enfin, la loi est de 2012, mais le décret d'application, il est dans un tiroir, dans un ministère, parce qu'ils veulent pas le sortir. Parce que dans la même pochette, il y a la domiciliation chez les experts comptables et il y a le maniement de fonds chez les experts comptables. Et il y a des lobbies d'autres professions qui fait que dans un ministère, il faut pas ouvrir cette pochette où il y a le maniement des fonds parce qu'on veut pas que les experts comptables s'en occupent. Donc du coup, la domiciliation reste comme ça. Du coup, t'es content d'avoir ta... Mais bon, tu vois, t'as toujours des manières de faire. Oui, mais c'est vrai que c'est débile. C'est débile. Ouais, c'est débile. Après, il y a des réflexions qui sont certainement en cours au niveau de l'ordre et on espère pouvoir un peu développer tout ça. C'est comme, je sais pas si vous savez, j'ai découvert il y a pas longtemps, on a le droit d'avoir des sites internet dans la profession que depuis 2000. En 99, tu avais interdiction pour un expert comptable d'avoir un site internet. D'accord. Je savais pas. Si tu avais autre chose que ta plaque dorée avec ton nom, ton prénom, expert comptable sur la porte de ton bureau, tu te faisais défoncer. Imagine, t'aurais fait comment en 2000? J'aurais changé de business. Parce que justement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est si tu prends Kevin, la stratégie d'Eurofiscalis sur la partie expertise comptable en tout cas, elle est, enfin même sur le cabinet fiscal, elle est complètement à l'inverse de ce que tu décris tout à l'heure, parce que son acquisition est faite à 100% par du SEO, par du c'est que du en ligne. Nous on fait pas de... Bon, maintenant on fait aussi un peu de bouche à oreille et de réseau, parce que maintenant on a aussi des clients qui nous rapportent du business. Mais au départ, quand tu commences, t'en as pas, quoi. Donc, et moi je voulais pas prendre les amis d'amis, tout ça. Je trouve que ça, c'est pas des bons clients. Je trouve que tu gagnes pas d'argent avec eux. En fait, parce que comme c'est un pote à toi, tu vas lui faire pas cher. Ah mais non, pourquoi? Parce que moi, j'ai du mal écoutez pas. Je trouve que j'ai du mal à facturer cher pour des copains ou des copains des copains. Ils veulent toujours avoir un prix. Ils t'appellent souvent pour du conseil que tu peux pas facturer. Et finalement, je trouve que tu te retrouves à travailler beaucoup pour pas grand chose. Donc je trouve pas que ça soit des bons clients. Et les bons clients, je trouve que tu allais les chercher en ligne. Pour moi, c'était ma façon de faire en tout cas. Parce qu'après les réseaux, les Rotary, tout ça, moi je suis pas fan. C'est pas mon truc. C'est hyper chronophage. Et attention, en ligne ne veut pas dire low cost ou parce que parfois c'est vrai qu'on fait la confusion. Dès qu'on dit en ligne, on a l'impression, on en parlait avec Arnaud justement la dernière fois, on a l'impression que en ligne égale low cost. Mais non, là c'est vraiment justement ils ont un positionnement très premium parce qu'ils sont spécialisés dans le e-commerce. Donc aujourd'hui, toi, tu as un e-commerçant, tu vas lui prendre 500, il va venir chez eux, il va prendre 800 ou 1000 euros. Mais parce que la spécialisation fait que tu crées plus de valeur, tu vois. Et, mais du coup, toute l'acquisition, par contre, elle se fait effectivement en ligne. Donc c'est très différent. C'est vraiment très différent. On se fait un petit jeu ou pas? Allez, vas-y. Alors vraiment là, les cartes, je les mélange, comme ça vous voyez. Voilà, hop, 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 hop. Alors. Donc le jeu c'est le pire ou le meilleur, c'est un petit jingle. Jingle. On commence avec Romain et on finit avec Romain. Allez, on fait comme ça. Tu regardes. En plus, vraiment, je te jure que j'ai mélangé au final. Donc tu pioches, tu lis la question et tu peux y répondre. Ok, combien de fois as-tu pensé à tout arrêter? Ah, c'est très positif comme question. C'est très optimiste. Ça, c'est le côté pire alors. Ça commence bien. Bah non, mais très honnêtement, 0 fois. Sérieux? Genre, penser à tout arrêter, jamais. On se pose des questions, enfin on a tous au moment où on écrit son mémoire par exemple pensé à élever des chèvres dans le Larzac ou en Corse, on est même allé voir le prix des chèvres du coup. Non mais vraiment. Et non penser à tout arrêter, ça n'est jamais arrivé. Je me suis retrouvé dans des cas de figure où concrètement j'étais au fond du fond en mode ça fait passes ton mémoire, on te jette parce qu'on te dit il faut revoir des trucs, et 6 mois plus tard tu reviens où là tu as répondu à tout ce qu'on t'avait dit de répondre, et tu viens présenter ton mémoire pour finaliser ton deck, et là ça se passe, je sais pas trop bien ou pas, et un mois plus tard tu reçois le truc où ça te dit entre mes 7 et on te dit absence de problématique, changer de sujet, et là grosso modo on te dit tu recommences tout à zéro ton mémoire d'expert comptable.
Genre changer de sujet, tu mets à la poubelle tout le taf que t'as fait. Et dans la même minute où tu vois ce courrier qui te dit ça, ou la seconde d'avant, tu te disais, vas-y, s'il faut, je suis expert comptable dans une minute, concrètement, et tu te dis, bah non, faut que je recommence tout à zéro. Mais tu penses pas à tout arrêter. Parce que le jour où je suis parti de Maths-P à Sophie Antipolis pour devenir expert comptable, j'avais une certitude, c'est que je serais expert comptable. Donc j'ai mis plus de temps que ce que je pensais. Plus d'énergie aussi, mais la question s'est jamais posée. Ouais, horrible. C'est affreux. Horrible. Avec le taf que ça demande. Ouais. Ça doit être affreux. Ouais. Mais non. Mais même depuis que jamais. Depuis que t'es expert comptable, jamais non plus. Attention, c'est pas un métier qui est de tout repos. C'est pas un métier qui est tout le temps très reposant. Tu travailles beaucoup. Tu règles des problèmes tout le temps. Mais en même temps, c'est ton métier. Enfin, chef d'entreprise, ça c'est un peu, mais c'est comme le sketch de Gad Elmaleh avec les problèmes. Je sais pas si vous vous souvenez. Ça fait quoi, des problèmes? Voilà, moi, je voulais faire ingénieur au début. On m'avait dit, ingénieur, c'est pas apprendre à réparer des trucs ou en construire, c'est résoudre des problèmes. Et j'adorais ça. Et quand j'ai voulu devenir expert comptable et chef d'entreprise, entrepreneur, c'était pour la liberté. Et c'était parce que j'adorais résoudre des problèmes. Et concrètement, notre métier de tous les jours, enfin, quand le collaborateur il travaille, quand tout va bien, il vient pas te voir. Il vient te voir quand il y a un problème à résoudre, une problématique, des fois comptable, fiscale, sociale, juridique, des fois humaine, avec un client, avec un inspecteur, avec quelqu'un. Et ça, on aime ça. Mais si on n'aime pas ça, c'est pas un métier qu'il faut faire. Voilà. Donc concrètement, je me suis jamais dit je vais tout arrêter. C'est jamais arrivé. Moi, je me suis déjà posé la question. Ouais. Je me la pose à peu près tous les ans. Ouais, non, c'est vrai, je me la pose à peu près tous les ans, parce que je pense que c'est bien de se poser ce genre de questions aussi, pour être sûr d'être aligné avec ce que tu as envie de faire dans la vie. Tu vois, pas d'être embarqué dans un truc où au final, c'est un peu le rouleau compresseur, et puis tu te réveilles 10 ans après et tu te dis putain, en fait, ça se trouve, je suis en train de faire un truc que j'ai pas envie, tu vois. Oui. Donc tous les ans, j'ai un petit craquage où ça m'est arrivé il y a 2 jours. Ça m'est arrivé il y a 2 jours. Réellement. Et l'enchaînement de plein de choses. Ouais. Il y a un moment donné, je me suis dit bon, est-ce que là je suis au bon endroit, tu vois, est-ce que je suis au bon endroit au bon moment sur oui. Et puis au final tu te poses des questions. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un de mes associés, Daniel, je suis très très proche de lui. Ok. Je suis très proche de mes associés en général, mais lui toujours de très bons conseils et tout. Et il était sur Cannes hier, donc j'ai été le voir. Et puis j'ai parlé avec lui. Ça m'a fait du bien. Et je suis reparti, tu vois. mais je pense que c'est important de se poser ce genre de questions. Ouais, je pense que c'est bon, tu vois. Il y a Daniel et puis il y a l'alcool des fois si on. Alors moi je bois pas. Il boit pas donc. Moi je bois pas. C'est donc, vrai. Ah non, Daniel alors. Non mais tu sais, moi je me mets beaucoup de discipline. Le sport, l'alimentation, le travail, les projets, etc. Et il y a un moment donné, j'arrive à compartimenter ma vie, tu vois. Mais tu vois, t'es quand même, tu vois, moi chez CK, je suis en contact de tout ce qui se passe en vrai, tu vois. Que ce soit avec toutes les fonctions support, le développement, enfin plein de choses, plus le bootcamp qu'on a créé avec Kevin, plus d'autres trucs à côté. Et effectivement, en fait, il y a un moment donné, je me suis dit putain, ça fait peut-être beaucoup, tu vois. Et puis au final, j'ai bien mangé, j'ai bien bouffé pendant 2 jours, j'ai déchargé, je suis sorti un peu, tac, j'ai coupé complet, j'ai annulé des rendez-vous, etc. Et puis après, voilà, c'est bon, je suis parti. Voilà. Mais je pense que c'est bon quand même de se poser cette question-là. Non, clairement. J'ai pas envie de répondre à la question. Question suivante. Question suivante. Elle est pour moi ou pas elle est pour Romain? Ça dépend de la question. Ça dépend. Le jeu est très. Il est truqué le jeu. Il est pas truqué, du coup ça dépend de la question. Alors. Du coup, je vais te la poser à toi parce qu'elle est intéressante en vrai, et puis elle est pas glissante. Pas du tout. Quel est le plus grand rêve professionnel que tu n'as pas encore réalisé? Arriver à travailler de n'importe quel lieu à n'importe quel moment. Pouvoir me dire demain je vais à l'autre bout du monde et mon travail continue à d'être en totale liberté. Ouais, c'est exactement ça. Pour voyager.
Ouais, ça c'est vraiment l'objectif. Alors bon, ça sera pas ni demain, ni la semaine prochaine, ni sûrement l'année prochaine, mais un de mes objectifs, on va dire à 5 ans serait cool, c'est de pouvoir me dire, quels que soient mes rendez-vous, les projets en cours, les collaborateurs, les endroits où je travaille et de ça, c'est de pouvoir me dire, demain je prends un avion et je vais à Singapour, à New York, à Tahiti ou en Italie, et me dire, quand bien même, entre les équipes qui bossent, moi qui peux travailler d'à peu près partout, réussir à jongler un peu avec la notion comment ça s'appelle, les trucs horaires là, les décalages horaires, mais de pouvoir me dire en plein mai je peux partir au fin fond de l'Italie et continuer à travailler et sans qu'il y ait de grosses coupures. Après ça c'est de plus en plus les personnes qui ont envie de retrouver cette liberté géographique, et d'ailleurs le Covid ça a encore plus poussé à ça. Donc ça tu l'avais avant le Covid ou c'est depuis le Covid où tu as cette notion? Non, c'est depuis après le Covid. Ouais. Après, le Covid nous a permis effectivement de nous rendre compte qu'on pouvait faire des choses qu'on ne se rendait pas compte de faire. Moi, je pense comme beaucoup d'autres, une semaine avant le Covid, tu m'auras dit on est capable de fermer le bureau pendant 3 mois en pleine période fiscale et de faire les bilans et que ça se passe globalement bien. Je l'aurais jamais cru. Ouais. Quand on a eu l'annonce, il était 17h, 19h, comme quoi c'était un vendredi, je crois. C'était un vendredi. Je crois que 17 mars. Un jeudi ou vendredi, ouais. 17 mars 2020. Comme quoi, lundi matin, on n'avait plus le droit d'aller au bureau. En moins de 18h, on a réussi à organiser le cabinet et les collaborateurs pour que tout le monde puisse travailler de chez soi le lundi matin. On a eu quelques trucs de matos informatique à acheter, mais grosso modo, l'infrastructure était déjà existante. Ouais. Et lundi matin, 100% des collaborateurs et des experts comptables étaient chez eux à travailler. Voilà. Moi, je me rappelle, on est tous partis avec nos écrans. Et nos écrans comme ça. C'est ça. Avec nos écrans. C'est ça. Nous, ça va, on était assez bien organisés là-dessus, donc on n'a pas été trop. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Ouais. Il y en a qui ont travaillé au bureau pendant tout le confinement, qui venaient tous les matins. Ouais. Ouais, c'est une période que j'ai un peu. Je me souviens pas trop de ce qui se passait. Ouais, je te jure, j'ai plus trop de souvenirs. C'était irréel, hein. J'ai plus trop de souvenirs. Ouais. Ok, prochaine question, je te laisse la lire. Je l'aime bien ça. Qui dans ton réseau te déteste probablement et pourquoi? Alors faut savoir que Romain, d'ailleurs je vous invite à suivre Romain Froment sur LinkedIn parce qu'il a toujours des prises de position très intéressantes. Il n'hésite pas à rentrer dans la gueule de tout le monde et donc je trouve ça très intéressant. Tu fais de la politique des fois aussi, je prends mes petits popcorn et je... De la politique dans la profession tu veux dire? Ouais. Donc un petit peu, je suis effectivement syndiqué. Donc, je fais partie du syndicat ECF depuis quelques années et je suis élu à l'ordre, au CROPACA en région par ici. Après je pense qu'on attend, j'aurais plein de questions parce que je connais rien du tout dans ce système-là. Ouais, moi non plus, je connaissais rien avant. Pire de tous. Pour moi, il y a encore pas très longtemps, quelques années on va dire, quand j'ai passé mon deck, concrètement pour moi ECF et IFEC c'était des noms de magazines. C'est genre le magazine que tu reçois dans ta boîte aux lettres en tant qu'expert comptable ou mémoraliste. Tu reçois un magazine qui s'appelle l'ECF, l'autre s'appelle IFEC, c'est des noms de magazines comme Sciences et Vie ou Le Monde, tu vois. Et puis un jour tu découvres que c'est des syndicats et puis peu à peu tu rentres dedans et tu découvres la politique, quelque chose que j'avais fui parce que j'en ai fait un petit peu il y a longtemps, j'avais vraiment pas aimé. Et après tu te rends compte que dans n'importe quel milieu, n'importe quel secteur, dès que t'as le moindre jeu de pouvoir, tu rentres dans des jeux politiques en fait. Voilà. Après t'aimes pas, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris une carte, je l'ai remontée. Du coup je leur disais je dois pas le dire, tu vois. Donc voilà. Donc c'est beaucoup de temps, ça la politique en soi, j'essaie de m'y consacrer le moins possible. Parce que c'est pas quelque chose qui me fait ni grandir ni que j'aime particulièrement. Donc ce que j'essaye vraiment, c'est de me concentrer sur quand au sein d'un réseau, du syndicat, de l'ordre, de me dire tiens on part sur tel projet. C'est vraiment je m'attache plus au projet que à qui il va y avoir des retombées derrière. Et si je posais la question, il ne savait pas me répondre. Donc est-ce que t'es payé quand tu travaillais pour l'ordre ou non? Ah non, c'est bénévole. Non, c'est quand tu travailles pour l'ordre, t'es bénévole. T'es payé à certains moments, dans des cas très précis. Par exemple, quand tu fais des contrôles de confrères ou des contrôles d'illégaux,
D'accord. Ah oui. Demain, quand on m'appelle pour me dire bon bah voilà, Romain, on va aller contrôler un illégal, donc quelqu'un qui se fait passer pour expert comptable mais qui est pas expert comptable. Concrètement, on va aller chez lui ou à son bureau avec les forces de police, le serrurier, l'informaticien, l'huissier qui mène tout ça. Là, dans ces moments-là, donc on y va. Ça dure soit une demi-journée, soit une journée, et là, on est rétribué. D'accord, ok. Voilà. Mais après, quand tu travailles sur un projet... Ah non, c'est complètement chose gratuit. bénévole, Ouais. ok, d'accord. Allez, on rembourse les frais de déplacement. Mais comme Oui, on fait bon, quasiment c'est tout en normal, visio. Ok. Donc non, on fait pas ça pour l'argent. Si. Ok. C'est la question. Je peux avoir la réponse à ma question? Oui, quand même donc du coup, est-ce que là, tu as tu me voles mes questions. Est-ce que tu as des ennemis? Est-ce que dans ton réseau... Ouais, si, il y a. Oui, il y en a, je sais qu'il y en a. Mais Ouais. j'aimerais bien que tu dises qui et pourquoi. Non, qui je le dirais pas. Il y a une personne qui sur Twitter m'a dit concrètement, Romain, si t'enlèves pas ce tweet, je vais porter plainte cet après-midi pour diffamation. Ça m'a un peu refroidi. On parle d'un élu parisien qui a son petit comité de sympathisants. J'ai vraiment pas apprécié le tweet. C'était il y a à peu près 2 ans. Ok. C'était pour autant un tweet que j'avais bien formulé, bien tourné. C'est quelqu'un qui est aussi dans la politique, je C'est suppose. quelqu'un qui est dans la politique. Chez EPA, ouais. du coup, je suppose. Je sais pas, je sais plus, je le dirai pas. Mais voilà, non, c'est les petits moments où on se dit, c'est pénible parce que. Enfin, moi j'aime bien dire les choses et dire ce que je pense. Après, des fois, je reste un être humain. Des fois, je dis des conneries. Des fois, je fais des erreurs. Mais quand on se retrouve face à des gens comme ça qui sont en mode ah bah attends, je vais porter plainte parce que t'as dit ça, ça me plaît pas. On a envie de dire non mais respire gars. Ouais. Enfin, même si demain, toi, tu deviens président de, je sais pas, de l'ordre ou de quoi que ce soit, ça va pas changer ta vie, ça va pas changer la mienne, et ça va changer celle de personne, parce que quand bien même demain, tu deviens président de quelque chose, dans 5 ans, on s'en souviendra plus, et dans 30 ans, on se souviendra plus de ton nom. Enfin, est-ce que vous êtes capable de savoir qui était président du Conseil national en 2010, par exemple? Alors, je connais même pas le nom Ouais, actuel. voilà. Ah non, mais voilà. Me demander n'importe quelle année, je ne serais pas très bon. Voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, Mais- c'est vrai que quand t'es dans le quotidien, des fois, tu t'attaches de l'importance à certaines choses, et puis dès que tu t'en détaches 2 minutes, tu te dis Ouais, c'est pas Mbappé, quoi. non. Mbappé, on s'en souviendra, mais... Non. Et là, le président actuel, c'est de ton parti ou non? Non. 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 Il y a 2 partis, c'est ça? Il y a 2 syndicats. Il y a 2 syndicats dans la profession qui sont IFEC On dit et pas partir du ECF. syndicat. On sait, c'est exactement ça. On dit Mais pas c'est pareil. parti, on dit syndicat. Oui, grosso modo, on peut dire que c'est pas pareil. Et la petite nouveauté, c'est que mi-2000, c'était quand il y a un peu plus de 2 ans, au sein de notre syndicat, au sein de l'ECF, il y a eu, on va dire, des petites frictions avec quelques-uns d'entre nous qui sont partis du syndicat et qui ont décidé de monter autre chose, sans l'appeler syndicat, et de présenter ce quelque C'est une chose association, aux je crois, c'est élections. ça? Ça s'appelle une association, je crois. Ah, je sais même plus, au début, Comment ils ils l'ont appellent présenté ça sous forme d'un think tank, Ouais, ok. avec mon accent anglais extraordinaire. Ok. Voilà, certains les appellent syndicats, certains les appellent... bon bref, on va pas Ok. trop Ouais, en ouais. parler, mais voilà, on peut dire grosso modo c'est des partis, ils présentent leurs équipes et derrière ils sont élus, ils sont pas élus. Ok. Voilà. Ok. Et c'est pour combien de temps quand t'es élu? C'est 4 ans. 4 ans. C'est 4 ans, tant pour le national que pour le régional. J'aimerais bien que tu nous donnes ton avis sur un sujet qui nous intéresse particulièrement, c'est la spécialisation. Ok, Parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. oui, Donc, vous, au cabinet, vous êtes plutôt généraliste? oui, absolument. Ouais. Alors, est-ce que tu penses que être généraliste est une force par rapport à des spécialistes? Est-ce que tu penses que les spécialistes c'est un avantage particulier? C'est quoi ta vision, toi, justement, de... Et je fais un jingle pour ça. Généraliste versus spécialiste. Bah, ma vision, grosso modo, tu prends les médecins, il y a toujours des généralistes, il y a depuis très longtemps eu des spécialistes. Je pense qu'on a besoin des deux. Je pense que je suis pas certain que tous les clients aient besoin d'un spécialiste, mais je pense qu'il y en a qu'on a clairement besoin. Voilà. Ok. Nous, on est resté généraliste pour l'instant. Il y a des clients qu'on prend pas parce qu'on veut pas. Il y a des clients qu'on veut pas parce que on peut pas les prendre, on n'a pas les compétences pour. Donc, on s'entoure. On évite de dire non à un client. Donc, on s'entoure de suffisamment de partenaires et de nos réseaux pour pouvoir dire à un client, écoute ça, il y a un client, il y avait une grosse conso à faire et la compta d'une holding. On le dit, écoute, concrètement, nous, la compta de la holding, il n'y a pas de souci, on peut faire. Par contre, la conso de tout le groupe en international, on est incapable de le faire.
Par contre, nous, on fait partie d'un réseau d'experts comptables indépendants qui s'appelle Absolus. On a passé 2 coups de fil, on a trouvé dans un cabinet qui est à Paris, ils font des consos toute la journée, ils savent parfaitement le faire. On a dit avec eux et du coup, on a pu proposer une offre globale de service aux clients. Est-ce que vous développez quand même des verticales ou non, c'est pas du tout dans... Métier. Oui, métier, ouais. Non, et même au niveau des collaborateurs, on s'est longtemps posé la question, est-ce qu'un collab, on lui file que des restos, l'autre on lui file que des infirmiers, l'autre on lui file que du BTP, et souvent, quand on a commencé à essayer de faire des choses comme ça, on s'est retrouvé avec 2 problématiques. C'est que la première, c'est que si le collab à qui on file, j'ai une connerie, tous les infirmiers du cabinet, se barre, et ben du coup, on va se retrouver en mode, on a perdu la compétence avec cette collaboratrice-là. Deuxième chose, si les infirmiers, on en a moins que prévu, cette collab, on a besoin de lui faire travailler sur d'autres dossiers et que du coup elle a perdu en compétences parce que ça fait 4 ans qu'elle fait que des infirmiers et des infirmières, on va se retrouver aussi face à une problématique. Et troisième chose, on n'a pas encore trouvé de collab qui nous a dit moi je veux faire que tel secteur d'activité ou que ça. On a distingué social, comptable, juridique dans à peu près, j'ai envie de dire, tous les cabinets qui dépassent bien sûr. 500 000, 1 million, 1,5 million de chiffres. Mais la partie tel collab, je te fais tel que tel secteur, pour l'instant on n'y est jamais allé et je pense pas qu'on ira tout de suite. Là, si demain tu devais repartir soit de zéro, soit racheter un cabinet, tu referais pareil, généraliste. Si je vais repartir là maintenant, là Même si tu rachètes un câble, tu resterais généraliste aussi. Je pense que je resterai généraliste aussi, ouais. Parce que, après, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, c'est de voir des gens qui ont plein de métiers différents et qui font plein de choses différentes. Et quand je passe d'un artisan à qui, ou d'un mec qui fabrique des... Là, j'étais avec un client promoteur, il est en train de construire 54 maisons. On a passé tout samedi matin à aller visiter les terrains où il est en train de construire toutes les maisons. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Et là, il est en mode, là, on a pris tel terrassier pour faire ça. Il m'a montré le rendu sur les chantiers. Juste après, tu vas voir ta cliente resto à qui tu dis, non, mais il faut que tu fasses évoluer tes prix parce que là, sinon, c'est pas possible. Derrière, tu as une cliente fleuriste. Derrière, tu as ton e-commerçant. Tu as ton traducteur. Mais justement, t'as pas le sentiment d'être... Non. De moins connaître les différents business? Non, personnellement, non, parce que, à mon sens... Alors, je dis toi, derrière, mais c'est toi ou tes équipes. Ou mes associés, ouais. Ouais, ou tes collaborateurs. Oui, mes collaborateurs, bien sûr. Pour l'instant, non, parce que in fine, c'est des euros. Et j'ai envie de dire, convaincre un restaurateur, un artisan ou une fleuriste qu'il est pas assez cher et qu'il faut monter ses prix, la problématique, elle est la même globalement pour les 3. Et la problématique, elle est souvent psychologique. Moi, j'ai une cliente, j'ai mis... je faisais ses rendez-vous, une petite fleuriste. Au début, quand je l'ai pris en tant que client, elle se prenait 1000-1200 balles par mois et elle faisait les résultats soit zéro, soit négatif. La trésor était toujours soit ric-rac, soit un peu à découvert. C'était la catastrophe. Et au bout de 2 rendez-vous, où j'ai réussi à lui expliquer par A plus B qu'il fallait qu'elle augmente ses prix, que quelqu'un qui venait acheter ses fleurs, c'est une fleurise qui fait un travail remarquable, elle vient pas acheter ses fleurs parce qu'elle est moins chère que les fleurs à Leclerc, mais parce que son travail il est remarquable, les fleurs sont fraîches, elles sont achetées là où il faut et elle fait des bouquets qui sont extraordinaires. J'ai réussi à lui faire comprendre que quand quelqu'un vient acheter un bouquet de fleurs, c'est pas le prix qu'il va regarder, c'est le sourire de sa femme ou de sa maman ou qui va avoir derrière en offrant le bouquet de fleurs. Oui, mais tu vois par exemple ton e-commerçant là dont tu faisais référence, mais du coup tu vois par exemple chez Eurofiscalis, oui. Je sais que je les ai déjà entendus dire à des clients, oui. Il faut que tu réduises un peu la taille de ton packaging parce que du coup ça va te coûter moins cher en envoi, parce que les dimensions d'Amazon, de stockage, etc. En dessous de telle taille, ça va te coûter tant, et du coup projeté avec le nombre de stocks que tu as, etc. Tu vas faire tant d'économies. Moi perso, si j'ai un e-commerçant, je suis pas capable d'aller aussi loin. Et je pense que toi non plus. Et c'est ça la force aujourd'hui d'un spécialiste. C'est vrai que sur les trucs du quotidien effectivement, tu factures pas assez cher, tout ce lié au prix ou ta rémunération ou ce genre de choses, on est complètement légitime, nous, sans aucun problème. Mais c'est vrai que dès que c'est très business opérationnel, forcément, quand t'es pas spécialiste, t'as moins de connaissances. Bien sûr. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que les deux sont complémentaires et ont vocation à coexister, mais comme chez les médecins, avec ton généraliste et ton spécialiste. Les deux coexistent depuis très très longtemps.
Et je pense qu'ils vont continuer. Mais le généraliste, il va t'envoyer vers un spécialiste. Bien sûr. Mais toi, demain, tu vas pas envoyer un de tes clients vers un spécialiste. Bien sûr que si, j'envoie. Mon exemple de la conso tout à l'heure. Ouais, la conso, oui, mais je parle métier. Je parle vraiment vertical métier. Même métier. Et c'est mon prisme, tu me dis si je trouve ça cool en fait qu'on puisse échanger parce que tu as vraiment le truc généraliste et moi j'ai vraiment le truc spécialiste. Tu vois, donc, moi j'ai l'impression, mais encore une fois c'est une impression, c'est que quand on est généraliste, du coup on apporte moins de conseils. Comme on dit, effectivement, tu prends des commerçants, tu vas moins en profondeur dans le conseil. Oui. Donc tu restes quand même assez... tu vas pas trop dans le détail. Ouais. Et du coup, la valeur perçue du client, elle est moins élevée, forcément. Et du coup, j'ai l'impression, en tout cas, que quand on est généraliste, du coup, un client, il va plutôt venir te voir pour un prix que sur la valeur. Okay. Parce que s'il veut de la valeur, il va aller voir un spécialiste. Ouais. Donc, il va plutôt aller voir un généraliste pour le prix. Oui. Et du coup, s'il vient voir pour le prix, il peut du coup aller voir n'importe quel généraliste et il va les mettre en concurrence pour avoir le prix moins cher parce que pour lui, comme ça lui apporte pas vraiment de valeur, c'est vraiment quelque chose de commodité. Oui. Il va se dire lui il me le fait à 500, l'autre il me le fait à 300, c'est de la compta, je vais prendre celui à 300. Ouais. Est-ce que tu ressens ça ou pas ? Sauf quand il y a de la reco. Parce que quand tu as de la reco client, du coup, tout de suite, tu vois, tu as ce petit truc en plus où ton prospect, il est presque déjà converti parce que c'est une reco client. Complètement. Voilà. Mais si c'est pas de la reco, si le mec qui vient te voir, est-ce que tu as ce problème-là de prix ou non ? Non. Bon, après, en termes de prix, nous on fait pas le low cost. Enfin, ce qu'on dit à tous nos clients, et je vais revenir sur la partie de valeur juste après, c'est concrètement, on n'est pas les moins chers, on n'est pas les plus chers non plus. Par contre, on est reconnu comme des experts comptables qui font un travail de qualité. On fait pas de surqualité non plus, attention. Parce que surqualité, c'est de la non-valeur, et la non-valeur, j'en veux ni pour nous, ni pour mes clients. Par contre, si tu veux, par rapport aux généralistes et aux spécialistes, tant les généralistes entre eux, ils vont être entre guillemets concurrents, que les spécialistes entre eux. Demain à SAF, il y a 3 cardiologues. Les 3 cardiologues sont 3 spécialistes du cœur et les 3 sont concurrents entre eux, j'ai envie de dire. Après, la terme de le généraliste et le spécialiste, pour moi, apportent tous les deux de la valeur, simplement qu'ils apportent pas la même valeur au même moment. C'est un peu comme si demain je veux aller manger une salade César en bas de chez moi en 2 minutes qui est super bonne et qui va me coûter 15 balles, et demain soir je vais aller au resto, je me fais un gastro, emmener ma chérie et j'en vais voir pour aller 200-300 balles. Dans les deux cas, j'aurais eu ce que je voulais. D'accord. J'ai pas besoin d'aller au gastro tout le temps. Et puis je serais énorme ou alors très pauvre. Voilà. Étant, je vais pas aller non plus que manger des salades César. Alors, donc je pense qu'il y a une complémentarité là-dessus. Moi, mon commerçant, par exemple, j'en ai un qui a commencé il y a pas très longtemps. Concrètement, il débute, il a pas une thune. Il pourrait pas payer ses 800 balles par mois tous les mois. Concrètement, lui, je vais l'accompagner au début. Ça dure 1 an, 2 ans. Après, je sais pertinemment que s'il grossit et s'il explose, je le laisserai pas exploser en vol et je l'enverrai chez quelqu'un concrètement comme toi pour pouvoir l'accompagner. C'est drôle parce que toi, ton positionnement, c'est à partir de 500 000 € un e-commerçant. Ouais. Du coup, Kevin, c'est l'inverse, c'est les e-commerçants qui démarrent. Du coup, au final, ça rejoint vachement ce que tu es en train de dire. Le e-commerçant qui démarre, il le prend pas. Bah non, c'est ça. Ouais. Le e-commerçant qui fait 1000 par mois, tu le prends pas aujourd'hui. Le chiffre d'affaires. Voilà. Concrètement, il vient chez moi. Ouais. Donc, on l'accompagne au début. On va pas lui prendre 50 € par mois. Attention. Hein. Ouais. Alors, tu vas pas lui prendre beaucoup plus. Tu vas lui prendre 150 à 200. C'est exactement ça. Je vais le prendre, grosso modo, je vais le prendre 150, 200. Après, il va un peu grossir, je vais le prendre un peu plus. Mais concrètement, mon e-commerçant qui fait 500 000, la majorité des cas, je vais l'envoyer vers quelqu'un comme toi. Ouais. Mais c'est vrai que Mais là aussi, je trouve que c'est intéressant d'avoir ton point de vue. C'est que je pense qu'effectivement, si tu prends ces clients-là, ça veut dire que tu prends des clients qui... Comment je pourrais dire ça de façon sympathique ? Je vois où tu veux en venir. Ça va être difficile de le rendre sympathique. Moi, j'ai l'impression que si tu es généraliste, tu vas prendre des clients qui vont te voir plutôt pour le prix, etc., comme on l'a dit, et du coup, tu vas être en concurrence avec des cabinets en ligne ou des cabinets qui vont te prendre des parts de marché parce qu'aujourd'hui, ils ont une dimension nationale. Oui. Je reviens là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu prends des clients qui sont à côté de chez toi, qui viennent te voir parce qu'ils te connaissent et sont dans ton réseau. Oui. Mais si tu n'as pas ton réseau, tu vas pas trouver des clients
que tu ne connais pas. Parce que ces clients-là, ils vont pas aller voir un cabinet qui est à Saint-Maxime. Ah si, beaucoup. Si. Ça, on en a quand même énormément. Et des gens qui viennent... Moi, à peu près la moitié de mes clients, c'est les clients qui viennent dans notre cabinet parce qu'on est à côté d'eux. C'est à peu près la moitié. Ouais, mais ils viennent parce que tu les connais. Ah non. Ils tapent à la porte. Pourquoi vous venez ? Parce que je vous ai trouvé sur Internet. Alors, parfait. Et donc, ceux-là, Ouais. ils vont aller voir les 10 cabinets qui sont autour. Ouais. D'accord ? Et Ils vont alors déjà, en fait, ils vont pas en voir 10, ils vont en voir 3. Ils vont en voir 3 s'ils ont réussi à en avoir 3 qui répondent au téléphone. Donc généralement, c'est plus entre 1 et 2. Et généralement, à partir du moment où t'es le premier à répondre, tu fixes un rendez-vous assez rapidement. Généralement, je sais pas que c'est tout le temps le cas, mais généralement, j'arrive toujours à caler un rendez-vous en 24, 48, 72 heures. Et des fois, c'est quand c'est moi qui ai la chance d'avoir le prospo au téléphone, des fois, je lui dis, dans 1 heure, je suis dispo. Et il vient 1 heure plus tard. À partir du moment où il vient, ça se passe bien, la rencontre se fait bien, la propale est faite très très rapidement et elle est cohérente. Et ton client, il se sent pas volé. Tu joues sur la réactivité, toi. Ouais, toi, tu joues beaucoup sur la réactivité. C'est un truc que t'as répété plusieurs fois depuis le début de l'échange. C'est quelque chose que les clients apprécient énormément. Et ils en ont besoin. Okay. Ça, c'est dans tous les business. La première fois que je suis allé chez Tesla, là, il y a quelques mois, pour acheter une bagnole, j'y suis allé. Je leur dis, je peux l'acheter maintenant. Ils m'ont dit, ah bah non, parce que pour moi, il faut la commander sur Internet. Je leur dis, mais putain, je suis allé jusqu'à Aix, celui-là. Laisse-moi acheter. Tu vends des voitures, vends-moi une voiture. Ah bah non, j'étais dégoûté. Ouais, mais du coup, tu vois, par exemple, tu prends la pharmacie du coin, qui va donc taper sur Internet, expert comptable. Alors, soit il va taper expert comptable Sainte-Maxime, soit il va taper expert comptable pharmacie Sainte-Maxime, ou peu importe. Oui. Il tombe sur toi. Oui. Ok, t'es réactif. Ouais. Il peut tomber aussi sur cabinet Quercy, qui est à Paris, et ils sont spécialistes de la pharmacie. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est là où, en fait, toi, tu vas être en confrontation avec un expert comptable qui est spécialisé. Oui. Et donc, il y a encore des clients qui sont intéressés par avoir cette proximité géographique. Il y a les deux. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont plus très intéressés par ça parce qu'ils savent que aujourd'hui on peut tout faire à distance, tu vois. Ouais. Et donc c'est là au fait où le spécialiste il va peut-être avoir un avantage sur. Bien sûr. En fait, moi je trouve que le spécialiste la pharmacie, elle va dire ok, soit j'ai un spécialiste qui va apporter plus de valeur, soit j'ai un généraliste, et généraliste je peux en contacter 10 et du coup je vais prendre le moins cher. Et du coup quand tu restes généraliste, tu te dis je vais être forcément en concurrence avec les 10 autres qui sont à côté de chez moi. Et là moi, je pense qu'aujourd'hui, historiquement, en fait, il n'y avait pas trop de problème de trouver des clients parce que il y avait tellement d'entreprises qui avaient besoin d'experts comptables qu'il n'y avait pas trop de problème. Et que forcément, ces entreprises, elles prenaient les 10 experts comptables qui étaient proches de chez elles parce qu'il y avait ce côté physique, tout ça. Comme aujourd'hui, tu as des cabinets en ligne et que tu peux prendre n'importe quel expert comptable en France, tu peux prendre un cabinet parisien, tu peux prendre un cabinet qui a... les entreprises, elles ont beaucoup plus de choix. Et l'expert comptable généraliste qui est à Saint-Maxime, qui compte que sur les entreprises qui sont, je pense que d'ici 5 ans il va être vraiment en difficulté, j'ai l'impression. C'est possible. Et après ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que nous on est très ancré et souvent un peu biaisé de nos perceptions à nous parce qu'on est dans le métier et nos clients n'ont pas forcément les mêmes biais, les mêmes perceptions. Sur la partie, tu vois, on fait le distinguo spécialiste et généraliste. Fait le distinguo comptable, expert comptable, et même le distinguo expert comptable, qui a fait ses 8 ans, qui a son diplôme, qui a inscrit à l'ordre, qui paye une cotise, qui a une assurance, qui a l'école, ça. Et l'illégal, aujourd'hui, il y a... Alors, c'est pas un chiffre officiel, d'accord, je m'engage à rien, mais il y a une légende urbaine qui dit qu'à Paris, et je pense que c'est à peu près les mêmes chiffres ailleurs en France, t'as autant d'illégaux que d'experts comptables légaux. Donc j'ai envie de dire, il y a à peu près 20-21 000 experts comptables, il y a 20-21 000 illégaux. Et des cabinets en ligne, il y en a peut-être 20, 40, 60, peut-être 100, 150. Mais concrètement, il y a 150 cabinets en ligne et peut-être 600 spécialistes, mais j'ai 21 000 illégaux derrière. Et ces 25 000 illégaux, ils sont là depuis des décennies et des décennies. Pour autant, est-ce que c'est des concurrents directs ? Moi, quelqu'un qui va chez un illégal, c'est quelqu'un qui va y aller, qu'aura de temps en temps, par chance, un travail de qualité,
un illégal qui exerce depuis très 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 longtemps, qui fait son travail, qui est pas un voleur, qui fait les choses comme il faut. Celui-là, il me gêne pas. Par contre, celui qui va chez un illégal, le mec lui fait n'importe quoi. Enfin, on a vu des choses. J'ai vu un peintre de 23 ans partir en liquidation avec 1 800 000 de passifs. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas que l'entreprise... Non, mais c'est exactement ça. C'est là où je voulais en venir, c'est que la perception de valeur, moi je pense que déjà, il faudrait changer la perception de valeur chez nos clients, chez les entrepreneurs. La différence entre un comptable et un illégal et un expert comptable. Et je pense que demain, on arrivera à mieux faire percevoir la différence entre un spécialiste et un généraliste. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand déjà, voilà, j'étais en contact avec quelqu'un des impôts en direction régionale en PACA, avec qui je discutais, qui m'a dit ah bon, mais pour faire la comptabilité, faut absolument avoir le diplôme de l'expert comptable. Enfin, au sein même des impôts, des fois, ils n'ont pas cette connaissance. C'est pas une critique ou un reproche, hein. Si. Mais nous, c'est vrai qu'on aimerait. Enfin, nous, on est expert comptable, on est dans notre quotidien, on s'imagine que tout le monde sait que pour faire de la compta, il faut être expert comptable, et on s'imagine encore plus qu'au sein des impôts, ils le savent. C'est un peu comme moi, je disais à quelqu'un des impôts, ah bon, pour collecter des impôts, il faut faire partie des impôts. Fiscale, ouais. Je peux pas, moi, créer mon truc des impôts tout seul. Donc, voilà. Enfin, même chez les impôts, ils font pas ce distinguo-là, tu vois. Des gens qui sont depuis des années. Par rapport à ce que tu disais, Kevin, je pense que ce qui serait intéressant de regarder aussi, même dans ton cas, je sais pas si vous le faites, mais c'est le panier moyen, comment il évolue, tu vois. Et si ton panier moyen il y a 5 ans c'était, je dis une connerie, 400 € hors taxe par dossier, je parle compta, bilan, je parle pas du reste, hein. Et qu'aujourd'hui ton panier moyen il est à 320 € et que dans 2 ans tu refais le check et il est à 280 €, voilà, c'est que ça pue. Oui, c'est ça, ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut suivre. Ça, on le regarde pour l'instant. Alors, je dis pour l'instant, hein, je vois le passé et le présent. Pour l'instant, on n'a pas eu de diminution du panier moyen, on a eu que de l'augmentation. Et moi, ce que je regarde vraiment, c'est le taux, parce que ça me fait halluciner. C'est le pourcentage de ce qu'on facture en dehors des obligations légales, compta, fiscale, sociale, juridique. Voilà. Et c'est l'examen de conformité fiscale, qui est une mission qui est complètement facultative. Mais tu vois, enfin, rien que ça, c'était peut-être un point en plus. C'est tout ce qui est lié au conseil, mission exceptionnelle, etc. Tout ce qui est accompagnement en dehors de la mission traditionnelle. C'est exactement ça. Et moi, c'est vraiment si tu veux, c'est une stat que j'avais appris avec horreur, qu'elle évoluait jamais dans le temps. J'avais lu, je crois, une étude des Moulins de 2018 ou 2020 qui disait bon bah voilà, les stats c'est ça, et c'était peut-être 5%, et quand je vais regarder la stat de 10 ou 12 ou 15 ans avant, c'était toujours 5 ou 6%. Et cette stat là, ce pourcentage, il évolue pas dans le temps dans la profession. Et moi j'ai envie qu'il évolue au sein de mon cabinet, parce qu'effectivement demain à la compta on me dit c'est plus 400 balles, c'est 40, et j'ai besoin que mon pourcentage derrière conseil, accompagnement et mission externe, il soit beaucoup plus important que 5 ou 6%. Ouais. Donc les experts comptables, suivez votre panier moyen et regardez justement le poids de vos missions exceptionnelles. Et en fait, les missions exceptionnelles ne doivent plus être exceptionnelles. C'est ça qui est important en fait. C'est que les missions que vous considérez comme exceptionnelles aujourd'hui, elles deviennent récurrentes, et que vous soyez structuré et organisé pour vendre ce type de mission. Ouais. C'est ça qui va faire la différence, parce que de toute façon, on a beau dire ce qu'on veut, la valeur de la compta, elle va baisser. C'est une certitude. Bien sûr. Voilà, donc on peut tourner les chiffres dans tous les sens. Donc n'importe qui, que ce soit gros cabinet, les bigs ou le plus petit des cabinets, ce sera le même résultat. Donc soit on prend les choses en main dès maintenant et puis on essaie de s'organiser pour pouvoir vendre du complémentaire, toujours en apportant de la valeur au client, ou soit ça va être compliqué. C'est clair. Grosso modo, faire attention à la notion de valeur et de chiffre d'affaires. Parce que aujourd'hui, tu fais la compta, t'en vends pour 500 000. Grosso modo, tu as 2 possibilités. Soit effectivement, il y a un moment donné, ton chiffre d'affaires, il va baisser, si tu continues à proposer la même chose, et ton 500 000, il va peut-être se transformer en 300 000, voire 200 000. Par contre, il y a moyen qu'avec ce même chiffre d'affaires de 500 000, si tu fais évoluer tes prestations externes et dire voilà, je crée une filiale, je crée une nouvelle verticale sur telle activité, et là, ton 500 000, il y a moyen de te le transformer à vue de nez sans trop forcer en 1 million. Voilà.
mais sur la base de la même compta de 500 000, voilà, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux que ça descende à 300 avec effectivement moins de collaborateurs, parce qu'à un moment donné, les collabs, tu vas pas leur dire je te réduis de 40% ton salaire. Donc, soit tu réduis ton chiffre d'affaires, tu feras toujours le même nombre de bilans, tu feras toujours la compta, tu la feras moins cher, tu auras moins de collabs, parce que les outils évoluent déjà, ils vont continuer à évoluer et ils vont te coûter moins cher. Soit tu te concentres sur ce que tu as. Tes 500 000 de chiffre d'affaires, c'est de la compta, c'est des data, c'est des opportunités, t'en fais quelque chose et ton 500 000, tu le transformes en 1 million. Et je pense que ça se fera plus facilement sur des cabinets de taille plus importante. Et je pense que c'est cette espèce de financiarisation de cabinets ou de fonds qui veulent créer des trucs de plus en plus gros. Je pense qu'ils veulent atteindre des une taille critique complets, quoi. Et une taille critique pour avoir suffisamment de données et suffisamment de fonds derrière pour créer. Je sais pas tout de se dire je vais développer telle activité, je vais vendre du plan épargne retraite, je vais vendre la multirisque, je vais vendre peut-être du moyen de paiement, etc. Mais il faut assumer, il faut le faire. Faut assumer, et puis il faut embaucher les équipes et il faut développer bien sûr. Faut développer les compétences en interne. Hein. Enfin, déjà, qu'on voit qu'on a du mal à embaucher une RH, un informaticien, un développeur. Moi, j'avais adoré Arnaud Doyon, je l'ai rencontré, j'ai vu la première fois. Il était à une journée du numérique en 2018 où j'avais vu des gens comme IBM et d'autres grosses boîtes comme ça. Et juste après, je vois un expert comptable comme ça qui dit bonjour, je suis expert comptable. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait là? Et il dit voilà, il y a X années, j'ai embauché un data scientist et puis un deuxième, on a fait les trucs, on a regardé et puis un troisième et puis aujourd'hui on a fait time et j'avais trouvé ça ouf comme postulat. Donc je pense que il va falloir qu'on augmente la taille de nos cabinets, que ça va passer par là pour pouvoir développer derrière ce qu'on veut faire de la data. Ce qu'il faut savoir, c'est que même au niveau de la profession, au niveau national, on n'a pas de parler de data, de l'or noir, de tout ce qu'on pourrait en faire, qu'on est assis sur un gisement sauf que concrètement, quand vous creusez, il y a personne qui est foutu de vous dire qu'est-ce qu'on va en faire derrière et à quel moment il y a des euros qui vont rentrer sur un relevé bancaire grâce à cette data. Il y a personne qui est capable de le faire. On veut faire du data lake, on veut faire du lake source, on veut faire mais derrière, c'est pour quoi faire? C'est pour savoir que la marge de ton restaurateur, à 75%, elle est bonne et à 60%, elle est pourrie. Enfin, ça fait... il y a 2000 ans, on savait déjà le faire. C'est pour savoir ton ratio masse salariale par rapport à ton chiffre d'affaires ou pouvoir que ta marge dans ton BTP, elle est bonne, elle est pas bonne. Enfin, tout ça, ces stats, on les a depuis hyper longtemps. Et oui, mais on n'a pas de granularité aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, tu prends l'exemple de ton resto, il y a une facture métro qui passe, tes collaborateurs ils saisissent pas farine, X kilos, X prix unitaire, machin. Sauf qu'il n'y a aucun projet qui existe aujourd'hui pour aller jusqu'à cette granularité-là. La facture électronique, on aura peut-être cette granularité. On aura peut-être, mais pour l'instant, personne ne travaille sur un projet pour y aller. Mais même les plus gros. Ce qui est assez incroyable, parce qu'en fait, elle est là la valeur. Aujourd'hui, vous regardez les projets de l'ordre. C'est ça qui est important. Vous regardez les projets le groupe qui a créé un truc, c'est pas chez Nextenso, c'est le data lake qu'ils font. Ouais, un autre data lake avec Full Hendrix. Ouais. Voilà. Ils ont leur data, ils ont sûrement leurs 400 ou 500 000 clients. Il y a BDO aussi, je crois. Mais derrière, est-ce qu'il y a un collaborateur de chez eux qui a déjà réussi à dire à son client attends, là je viens de voir passer le bon de commande que t'as pas encore signé ni envoyé à ton fournisseur. J'ai vu que il est un peu cher. Il y a moyen que tu chopes 30% de moins cher en passant par tel autre fournisseur. Ça, le jour où je verrai ça, où je verrai mon collab qui appelle le client qui dit achète pas chez lui, achète chez l'autre, t'as pas signé, non c'est bon, nickel, hop, je viens de te faire gagner 3000 balles. C'est un rêve ça. Ouais, mais tant qu'on n'aura pas ça, j'ai envie de dire la data, c'est un rêve. Elle nous servira pas à grand chose. Ça va arriver. Ça va arriver. Je suis un optimiste moi. Mais pour qu'on y arrive, il faut qu'on le fasse. T'avais une dernière question, Kev? Non, est-ce que toi, on t'a pas posé une question que tu aurais voulu qu'on te pose, peut-être? On a fait un bon. Tu le fais à l'envers. Est-ce que t'as envie qu'on te pose une question? Vas-y, personne n'écoute. Personne n'écoute. Il y a un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé? Ouais, on peut parler des éditeurs et on peut parler de MyUnisoft. Je savais qu'il allait parler de ça. Je crois qu'il y a un article qui est sorti il y a pas très longtemps. Oui, hier. Aujourd'hui, on tourne
je sais plus on est quand. On est le 20 mars. On est le 20 mars. Et hier, effectivement, il y a la profession comptable. C'est Stéphane Reynaud qui a écrit un article pour annoncer que MyUnisoft avait fait rentrer donc le fonds d'investissement qui est en fait un fonds de fonds. C'est HG qui est le fonds derrière Visma. Mais là, ils sont rentrés en direct dans MyUnisoft et qui deviennent donc majoritaires dans MyUnisoft. C'est le fonds qui avait investi dans Dext, avec qui tu y travailles du coup, ton cabinet de travail. Ils ont fait aussi d'autres choses, mais en tout cas dans la profession, ils ont investi dans Dext. Et donc Régis Samuel, le CEO de Unisoft, a communiqué, a répondu en fait à une interview de Stéphane Reynaud et donc a expliqué que les cabinets indépendants n'allaient pas être laissés pour compte, en gros, que Unisoft garderait quand même son indépendance. Reste à voir ce qui va se passer dans les faits. Pour la petite histoire, tu sais, donc j'avais tourné sur ma chaîne YouTube, podcast multi, j'avais fait un versus avec Régis et Arthur, donc pour faire un MyUnisoft versus Penny Lane. Et en fait, on avait abordé ce sujet parce que il y avait des bruits de couloir. Et puis au dernier moment, en fait, on devait le sortir une fois que l'annonce était faite, et ça devait être mi-janvier, quelque chose comme ça. Et puis au dernier moment, MyUnisoft me dit attends, on a abordé le sujet dans l'émission, mais en fait c'est pas encore annoncé. Faut l'enlever. Donc on peut pas. Et donc au final, soit on attendait 2 mois ou 3, un peu plus de 2 mois pour sortir l'épisode. On a décidé de couper certains passages pour pas mettre MyUnisoft dans l'embarras. Mais donc il y avait effectivement des bruits de couloir depuis tout ce temps. Et là, les questions que peuvent se poser les experts comptables, c'est le positionnement de MyUnisoft, ça a toujours été un for us, by us, donc fait par des experts comptables pour des experts comptables. Donc qu'est-ce qu'il advient de cette baseline-là, alors qu'aujourd'hui, c'est un fonds d'invest qui devient majoritaire. C'est un fonds en plus qui a une stratégie de sortie à 5-7 ans, généralement, HG. Généralement, si tu as une stratégie de sortie à 5-7 ans, tu vas vouloir soit faire une grosse acquisition, soit être agressif sur les prix, donc peut-être qu'il y a une politique tarifaire qui va changer aussi. Donc il y a plein de questions qui peuvent se poser, surtout par rapport à ce qui s'est passé avec Silae. Donc voilà, il y a plein de sujets. Je sais pas toi ce que t'en penses. Attends, je vais tous t'as parlé de Silae. Alors je sais pas ce que t'en penses. Alors on parlera pas de Silae là parce qu'il y a pas grand intérêt, mais par contre je sais pas ce que t'en penses toi de ce qui se passe. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi j'ai un doux regret, on va appeler ça comme ça, par rapport à ce qui s'est passé sur MyUnisoft. C'était que en fait la promesse était très très belle et la philosophie était, moi je la trouvais géniale. C'était de dire voilà, on est des experts comptables, on crée un outil entre nous, pour nous, ça se développe bien, ça marche bien, on fait un truc qui est beau, qui est propre, qui est carré, qui est opérationnel, qui est interopérable avec d'autres solutions, qui est ouvert, avec des prix qui sont corrects et qui restent cohérents, et c'est presque un outil de confrère, quoi. Et sur le coup, je trouvais ça génial. On n'était pas rentré dedans il y a 4 ans quand on a changé d'outil, quand on est parti de chez Quadra, parce que l'outil était pour nous encore pas assez mature. Ils en étaient à grosso modo une demi-période fiscale derrière eux. Pour nous, c'était pas suffisant. Mais mon rêve, ça aurait été de partir sur du MyUnisoft peut-être 4, 5 ou 6 ans plus tard, une fois qu'ils auront acquis leur un degré de maturité suffisante. Il y a eu l'entrée dans le capital, du coup, si je dis pas de bêtises, de MyUnisoft par le fonds de la profession qui s'appelait Dracaris, qui a été créé il y a quelques années maintenant, il y a presque 4 ans. Où l'idée c'était de dire et cette idée-là, Lionel m'en avait parlé la première fois que j'ai eu au téléphone, quand j'étais mémorialiste, que j'écrivais mon mémoire sur l'IA et les chatbots, et j'ai passé 3 quarts d'heure au téléphone avec lui, et il m'a dit à la fin, écoute Romain, mon rêve moi c'est d'avoir, j'en ai marre des éditeurs qui font n'importe quoi, même s'ils le font pas tous, mon rêve c'est d'avoir un fonds d'investissement de la profession avec les experts comptables qui mettent des thunes, et derrière on sert de toute cette manne d'argent pour développer nos outils et arrêter d'être complètement dépendant d'un écosystème qui des fois donc ça c'est Dracaris complètement. C'est Dracaris. C'était le rêve de Lionel qu'il a concrétisé très très rapidement.
on était pour, on était contre. Il y en a qui sont ultra libérales en mode non, mais c'est chacun pour sa gueule. Et toi, tu veux travailler avec un tel, travailler avec un tel. Enfin, on m'a traité de communiste sur les réseaux sociaux parce que moi, je trouvais ça cool qu'on ait un outil développé pour les experts comptables avec l'argent des experts comptables. On m'a traité de communiste, vraiment, presque de bolchevique. C'est extraordinaire. Donc moi, je trouvais l'idée cool. Dracaris a été créé. Les fonds ont été levés, les experts comptables ont mis de l'argent et Dracaris a mis de l'argent dans Microsoft. Il s'est passé ce qui s'est passé au niveau ordinal, au niveau de l'ordre, au niveau national. Je reviendrai pas là-dessus. C'était quelque chose de très politique qui m'a beaucoup touché, beaucoup fait de mal. Quoi qu'il en soit, de l'argent qui devait venir n'est pas arrivé et Microsoft du coup n'a pas pu évoluer aussi rapidement que prévu et s'est retrouvé à un moment donné, si j'ai bien compris toute l'histoire, attention, je suis pas aux manettes, en position de se dire il faut que je trouve de l'argent pour continuer à me développer, sinon je vais devoir arrêter. Il faut qu'on trouve de l'argent. C'est passé par effectivement un fonds qui a investi, qui a sûrement acheté des parts et deux réinvesti de l'argent dans l'outil. Il en valait la survie, je pense, de Microsoft, qui est un outil qui marche très bien. Des retours que j'ai eu de certains confrères et consorts. Ouais, nous on fait des migrations complètes. Il marche bien. Je crois que l'outil est vraiment très très sympa et très opérationnel et très fonctionnel. Et puis complètement abouti. Aujourd'hui, tu fais tout. T'es Elias, t'es TVA. Oui, aujourd'hui, oui, tu t'es capable de tout faire. T'as tout dessus. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, la finalité, c'est que on se retrouve avec Dracaris qui a repris un peu d'argent, qui a sûrement gagné un petit peu d'argent de cette histoire, mais du coup qui n'a plus aucune part dans Microsoft. Les experts comptables qui ont mis de l'argent direct dans Microsoft, eux sont restés, je crois, si j'ai pas de bêtises, mais ils sont peut-être quelques dizaines, enfin je vois pas 1000 experts comptables avoir mis de l'argent de Dracaris dans Microsoft en direct, mais du coup tous les gens un peu comme moi qui avaient mis 3000, 6000, peut-être 15 ou 50 000 dans ce fonds qui était Dracaris pour permettre à Microsoft de faire développer des nouvelles idées et de faire émerger un outil dont on allait beaucoup tous se servir. Du coup aujourd'hui ça appartient à un fonds, sûrement le fonds est très bien, je sais pas, mais du coup voilà, ce For Us by Us il s'est un peu transformé pour moi en... Donc déçu. Ouais, déçu. Okay. Déçu. Toi aussi ? Non, pas spécialement déçu. Pour être honnête, moi je m'en fous un peu. Parce que de toute façon, je pense qu'ils n'avaient pas d'autre issue. Donc en vrai, l'outil est bien, mais il y a encore plein de choses qui font qu'ils sont vachement en retard sur un Penny Lane, par exemple, tu vois, notamment pour la partie client. Et en ayant discuté avec Régis plusieurs fois de ce sujet-là, ils n'avaient pas aujourd'hui les ressources, les moyens financiers pour pouvoir aller challenger Penny Lane sur la partie expérience client, vraiment pour nos clients dirigeants, quoi. Et du coup, il n'y avait pas d'issue, en fait. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce que j'expliquais à Régis plusieurs fois, je dis le problème c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai des clients, ils viennent me voir, ils me disent je viens me voir parce que je sais que vous êtes multi-outils, mais je sais que vous bossez sur Penny Lane. Donc j'ai envie de travailler avec vous parce que j'ai envie d'être sur Penny Lane. C'est le chef d'entreprise qui vient et qui te dit ça. Oui. Par contre, j'ai jamais eu un seul client qui est venu me voir et qui m'a dit je viens vous voir parce que je sais que vous travaillez sur Microsoft ou sur ACD ou sur Sage ou sur peu importe. Bien sûr. Et en fait, ça petit à petit, les experts comptables, ils vont commencer à se dire attends. Parce que moi j'en ai vu qui me disaient non, moi je vais pas sur Penny Lane, je suis très bien avec mon outil, et puis ils ont 2, 3, 4, 5 prospects qui sont venus les voir en disant ah vous êtes pas sur Penny Lane, ah ouais non alors ça va pas le faire. Bien sûr. Au bout d'un moment ils ont dit ah tiens je vais quand même mettre un collab sur Penny Lane, et puis le collab il a dit ah l'outil il est canon, le client il a dit l'outil il est canon, et puis le cabinet il a dit ah finalement je vais peut-être déployer. Et du coup pour Microsoft c'est le gros risque. Ils étaient en train de prendre un énorme retard sur cette partie-là. Et puis, mine de rien, l'expert comptable, lui, ce qu'il veut, c'est développer son business quand même. Carrément. Donc, c'est le client qui commande. Avant, le client, il cherchait quoi ? Il cherchait un expert comptable qui est réactif et compétent. Aujourd'hui, il cherche et proche de lui. Aujourd'hui, le client, il cherche tout ça, plus un outil. Tu vois, et ça doit rentrer dans la réflexion globale. Donc, t'as pas le choix. Tu vois. Donc c'est pour ça que je pense pas que ce soit une mauvaise chose, parce que j'aime beaucoup Régis.
Et je respecte vachement ce qu'il a fait. Et donc je pense que c'était une étape indispensable pour pas aller dans le mur. Donc en vrai, je pense que c'est quand même une bonne chose. Après, certains vont. Toi, t'es déçu. Toi, t'es déçu, c'est de la déception. C'est ça. Il y en a, ils ont carrément de la colère, tu sais, en mode un peu j'ai été trahi. Bon, faut peut-être pas abuser, quoi. Voilà. Non, ça reste des affaires. Ça reste des affaires. Régis, il a fait comme il pouvait avec les moyens qu'il avait. Et en vrai, il a quand même mené ça d'une main de maître. Et voilà, chapeau à lui. Et puis, il y a des experts comptables qui sont encore en direct. Il y en a certains qui sont sortis. Moi, mes associés sont dedans encore. Et ils sont très contents de participer au projet depuis le début. Et voilà, ça se passe bien, donc c'est cool. T'es en multi-outils sur ton cabinet du coup exactement, oui. Nous, on travaille sur Microsoft, Penny Lane. On a même des portefeuilles qui sont encore sur Sage. Et on a même une collaboratrice qui travaille aussi sur Income. Ok. Voilà. Nous, on veut vraiment se laisser la liberté, tu vois. Et l'indépendance. Ouais, exactement. Parce que on n'a pas envie. En fait, on a été traumatisé d'être bien sûr menotté par un éditeur. Et une migration non souhaitée, c'est. Donc voilà. Là, c'est dur. Là, t'es tranquille, t'es serein. Et puis si y en a un qui nous fait une SILAE, on n'aura pas peur de migrer après sur d'autres qu'on connaît déjà. Voilà. On a exactement la même stratégie là-dessus. Et pour les PDP, en plus, ça va être cool aussi du coup. Bah PDP, en fait, je pense que c'est un faux débat, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. PDP, enfin ton client il s'en fout, ton collab c'est ça. Il veut un outil qui fasse ce qu'il a besoin de faire. Exactement. Bon, ça fait 1h40. Allez, super. On va aller manger. J'ai très faim. Allez, une salade César. Merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire. Ouais, n'hésitez pas à suivre Romain. Donc Romain Froment sur LinkedIn, si vous avez envie de sourire de temps en temps quand il va allumer certaines personnes de la profession. N'hésitez pas aussi à suivre la chaîne, la page LinkedIn Sani Kalfa. Aussi, c'est important pour nous parce que ça nous donne de la visibilité pour le bootcamp sur lequel on accompagne les experts comptables comme vous le savez maintenant. Et puis, on parle du groupe WhatsApp aussi, le lien du groupe WhatsApp. Et oui, vous pouvez aussi intégrer le groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp avec notre communauté dessus. Alors il y a 2 groupes WhatsApp aujourd'hui qui font entre guillemets fureur, on va dire ça comme ça. Il y a le groupe WhatsApp expert comptable 2.0 dans lequel on est admin avec Romain. Et mais la problématique de ce groupe, c'est que là il est un peu bouché. Il est plein en fait. On est bloqué par WhatsApp et à 1200 et quelques membres, on est bloqué pour ajouter de nouveaux membres. Et on a une communauté aussi du coup avec Kevin sur WhatsApp qui est la communauté des entrepreneurs du chiffre. Et donc il y a un groupe public, il y a un groupe réservé à nos membres et puis il y a un groupe public sur lequel vous pouvez venir nous rejoindre avec grand plaisir. Voilà, on vous met tous les liens dans la description de la vidéo. Eh ben merci beaucoup Romain. Merci à vous, c'était top. Ouais, merci d'avoir fait les déplacements, c'est cool. Ouais, c'était sympa, c'était intéressant. On s'est fait challenger un peu sur la partie généraliste spécialiste. C'est bien, ça montre de la diversité. Voilà, exactement, on aime tout le monde. Allez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode et puis à bientôt pour une prochaine émission. À bientôt.